Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir Bernard, eh bien Voilà. l'antenne est à vous avec vos invités. Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle émission et c'est toujours une joie d'être parmi vous et d'être avec vous. Voilà, et maintenant c'est le moment de mon traditionnel édito. Au secours, les marchés sont redevenus fous. L'exubérance irrationnelle des marchés est de retour. Le 5 décembre 1996, Alan Greenspan, alors président de la Fed, Banque centrale américaine, dans un discours parla de l'exubérance irrationnelle des marchés pour expliquer que les actifs ont une valeur qui doit pouvoir se calculer avec une méthode ou une autre et que quand on s'éloigne par le haut et surtout le trop haut de cette valeur, la seule issue serait à un moment ou à un autre une correction qui devrait ramener les valeurs à un niveau cohérent. Il expliqua aussi que le risque majeur était le scénario japonais, avec une économie qui ne répartirait pas à la suite de la correction. Il eut raison, mais cela mit plus de 3 ans à se mettre en place, et la chute fut rude. Je ne suis pas Alan Greenspan, loin s'en faut, mais le compte à rebours a commencé. Et comme dans la fin des années 90, c'est par les valeurs technologiques et autres stars de la côte que le malheur arrivera. Les valorisations actuelles reflètent un scénario d'une sorte de nouveau monde, post-Covid, qui n'arrivera pas, ou en tout cas n'arrivera pas demain. Rappelez-vous, notre émission spéciale sur le monde de demain ou d'après-demain. Un invité nous avait expliqué que les individus n'étaient pas prêts. Un autre, que les technologies ne l'étaient pas encore tout à fait. Et un troisième, que beaucoup de citoyens n'en veulent pas. Cela prendra donc du temps. Cela fait beaucoup, et à mon sens, trop, pour que ce soi-disant monde imaginé comme celui de la sortie de crise s'installe, et plus encore, s'impose à la sortie de la pandémie. Certains me diront, êtes-vous sûr que nous allons sortir de la pandémie? Oui, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de tout. Nous avons vaincu, avec plus ou moins de panache, toutes les maladies, ou nous avons appris à vivre avec elles, sans qu'elles représentent un grand danger. La liste serait trop longue, mais rage, rougeole et polio devraient secouer vos neurones et vous faire penser à tellement d'autres. De plus, Nietzsche disait, tout ce qui ne me tue pas me renforce. Donc nous en sortirons renforcés, ou plus personne ne sera là pour me contredire. Pour en revenir à la forte baisse, qui ne sera que le résultat de la forte hausse, les marchés ont monté du fait que certaines valeurs considérées comme les leaders de demain et les phares du nouveau monde qui frappent à notre porte se sont envolées portées par deux ailes. Une, croyance sans faille dans ce nouveau monde, et l'autre, la distribution d'argent sans précédent. Tesla, Zoom, plein de valeurs liées à l'hydrogène et bien sûr le Bitcoin. Demain, nous nous rendrons compte que ces valeurs ne prendront pas toute leur place, mais uniquement leur place. Comment puis-je être aussi affirmatif? C'est comme cela que le monde avance. Il évolue. Il ne va pas de rupture en rupture. Vous voulez une preuve? Regardez l'énergie. Nous utilisons encore les énergies anciennes et chaque découverte est venue remplacer partiellement la découverte précédente. Mais nous utilisons toujours aujourd'hui le bois et le charbon. Une autre, le transport. Maintenant, rien ne presse et c'est bien là le problème. L'investisseur que vous êtes ne peut se permettre de sortir d'un marché 3 ans avant sa correction. Et le conseiller que je suis ne peut dire à ses clients « asseyons-nous sur le bord de la route et attendons ». Nous devons faire avec et avancer avec nos doutes, nos peurs, nos hésitations. Alors que faire? Règle numéro 1, se diversifier. Règle numéro 2, le long terme. C'est la qualité et la qualité, c'est la bonne réponse. Je parlais récemment avec un client qui me demandait quel immobilier il devait posséder pour être sûr qu'il ne se dévaloriserait pas. Ma réponse fut de lui dire qu'il devait avoir plusieurs biens avec des caractéristiques différentes pour qu'au global, la valeur moyenne des actifs ne soit jamais trop attaquée et qu'en cas de besoin, il puisse vendre celui qui, à ce moment précis, sera dans sa phase haussière. Ce raisonnement est valable pour tous les actifs. En bourse, on appelle ces actions les blue chips, L'Oréal, Air Liquide, Nestlé. Dans les matières premières, on garde toujours un peu d'or à gauche. Et en immobilier, les adresses qui font rêver feront toujours rêver. Même si le rêve a ses hauts et ses bas. Comment arrivera cette baisse? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'elle aura besoin d'un catalyseur, d'un déclencheur. Ce que tout le monde scrute aujourd'hui sont la hausse des taux, le retour de l'inflation, un effondrement de l'économie en sortie de pandémie du fait de l'arrêt des aides, une perte de confiance dans la monnaie, un problème politique majeur. La hausse des taux, nous sommes en plein dedans. Il remonte tout doucement. Le 10 ans américain est autour de 1,50%,
Le 10 ans français est presque revenu à zéro. Le 10 ans allemand en est toujours loin, mais remonte aussi. Cela ne paraît pas si grave que cela. Les banques centrales veillent, et si cela devait s'accélérer, elles pourraient agir en achetant plus, et cela ferait baisser les prix. Le retour de l'inflation, j'y crois pas trop. Le seul indicateur négatif que nous ayons est la hausse du prix des matières premières. Mais le recyclage et la circularisation des matières premières avancent à grands pas. Et même Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, a déjà prévenu que l'inflation cible à 2% pourrait être revue à la hausse. Donc même avec un peu d'inflation, pas de hausse des taux à prévoir. Un effondrement de l'économie en sortie de pandémie du fait de l'arrêt des aides, au niveau mondial, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, nous voyons des économies repartir avec des beaux chiffres de croissance. En revanche, cela me paraît parfaitement possible dans quelques pays européens et tout particulièrement en France. Mais cela ne suffira pas pour provoquer une forte baisse des bourses mondiales. Une perte de confiance dans la monnaie? C'est possible, mais qu'avons-nous d'autre à l'exception d'une ou deux petites monnaies? Il n'y a pas de grand pays vertueux, ni le dollar, ni le yen, ni l'euro. Aucun pays n'a vraiment protégé l'équilibre de ses comptes nationaux et tous les pays, en tout cas ces pays-là, sont fortement endettés. Le problème majeur politique, il est toujours possible et il peut arriver surtout quand on ne l'attend pas. Mais ça ne sert à rien de vouloir jouer au prophète. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Il faut surveiller et rester en alerte. Voilà. C'est maintenant au tour de Cyriaque Dayan, qui rentre de chez Sanso, qui remplace ce soir David Calfon, qui a pris quelques jours de vacances bien méritées. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir Bernard, comment allez-vous? Écoutez, ça va très très bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir. C'est votre première fois ici, donc on va vous souhaiter la bienvenue et en même temps vous souhaiter de revenir nous voir souvent. Alors, quel point marché nous avez-vous préparé? Écoutez, j'ai repris le flambeau de David, en effet. Donc, je vais reprendre la construction qu'utilise David toutes les 2 semaines. Donc, on va partir tout d'abord d'un point marché sur comment ont évolué les marchés justement sur la période. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une sorte de V inversé sur les actions, c'est-à-dire une première semaine avec plutôt une hausse des marchés et une deuxième semaine un peu plus compliquée. Lorsqu'on regarde la séquence sur les 2 semaines qui ont compilé, globalement, sur les actions, on est légèrement positif aux États-Unis avec une hausse de plus 0,6. En Europe, on se situe à 1,60. Dans les émergents, à 2,15. Et le grand gagnant étant, pour une fois, le Japon qui progresse de 4,30% sur la période. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette dynamique inversée, ce V inversé, comme je le disais, parce que pour rebondir sur ce que vous citiez dans votre introduction, la question c'est est-ce que les choses vont-elles trop bien? Et les taux nous donnent aujourd'hui matière à réfléchir à ce niveau-là, puisque si on regarde la même chose, c'est-à-dire sur les 2 dernières semaines, l'évolution des taux, là, il y a une histoire qui est très différente. Ce n'est pas un V inversé, c'est une ligne droite, une hausse des taux. Lorsqu'on regarde les États-Unis qui restent le marché le plus important, on est sur une hausse de quand même 18 points de base. Les taux étant passés de 1,16 à 1,34 entre le vendredi 5 et le vendredi 19. En Europe, et quand on reprend comme référence l'Allemagne, on retrouve finalement une dynamique assez proche puisqu'ils ont progressé de 13 points de base, passant de moins 0,44 à moins 0,31. Comme vous le disiez, ça reste négatif, mais globalement, il y a quand même une tendance qui est assez intéressante sur les taux et qui peut faire peur au marché actions. Surtout si on se réfère à ce qui s'est passé depuis le début de l'année, avec une tendance à la hausse beaucoup plus forte aux États-Unis, 43 points de base, on est passé de 0,90 à 1,34 et sur l'Europe un petit peu moins fort puisqu'on est augmenté de 0,26. Pourquoi les taux montent récemment et quand même depuis le début de l'année? Tout simplement parce que les choses vont mieux et en allant mieux, elles inquiètent, paradoxalement. On va se focaliser dans un premier temps sur la situation américaine. Aux États-Unis, on a eu un indicateur qui est l'indicateur le plus suivi par les investisseurs après le chômage, qui est un indicateur avancé, le PMI, qui est un indicateur qui est utilisé et exploité à partir des données publiées et lors d'un sondage des directeurs d'achat. Ce PMI, aux États-Unis, il est à 58,8, sachant que 50, c'est la zone de neutralité. Il est au plus haut depuis 71 mois, ce qui est absolument très, très, très impressionnant et qui laisse à penser que la croissance américaine en 2021 va être forte, voire très forte. On parle, par exemple, dans le cas de JP Morgan, de plus 6,4%. La moyenne est certes encore à 5%, mais les États-Unis pourraient avoir une croissance assez impressionnante
en 2021, qu'il faut relativiser au vu de ce qui s'est passé en 2020, mais les marchés ne vivent pas dans le passé, ils sont déjà en train de regarder comment vont évoluer les choses en 2021. Cette croissance forte, couplée à un possible plan de relance, comme le soulignait David il y a 2 semaines, en cours de réflexion entre démocrates et républicains, un plan qui pourrait être de 1900 milliards, tout quand même, ce qui n'est pas une paille, globalement, pourrait entraîner cette accélération de la croissance, surtout qu'il est finalement, en tout cas, contestable, ou en tout cas, on peut se poser la question de l'intérêt de ce plan de relance, puisque, par exemple, quand on regarde les ventes de détail, au mois de janvier, elle progresse sur le mois, donc en fréquence mensuelle de mois en mois, de plus 5,3%, niveau qui a été atteint que 2 fois dans le passé sur les 30 dernières années. Donc on est vraiment sur un mécanisme d'accélération aux États-Unis. Surtout lorsqu'on regarde la dynamique au niveau aussi du virus, de la diffusion du virus, le nombre de morts, le nombre de personnes infectées est en baisse depuis plusieurs semaines. Dans cette situation, globalement, on peut se demander en effet si l'inflation ne va pas rebondir. Et les taux commencent à anticiper ça. De notre point de vue, la question, elle est là. La réponse, elle est que les taux peuvent remonter, mais qu'ils seront limités dans leur hausse. Pourquoi? Parce que globalement, la Fed reste là. Elle communique, Jerome Powell, comme vous l'avez cité tout à l'heure, continue à intervenir, à expliquer que la Fed ne laissera pas globalement, ne remontera plutôt pas ses taux très rapidement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette inflation, quand on la regarde dans les détails, certes, il y a le secteur de l'énergie, donc cette hausse du pétrole, mais au-delà de ça, les hausses de salaire, elles ne sont pas extrêmement fortes aux États-Unis. On a un taux de chômage qui est à 8%. Il n'y avait pas d'inflation quand le taux de chômage était à 4% aux États-Unis. On peut s'interroger si l'inflation va vraiment progresser fortement liée au salaire, avec un chômage qui reste quand même encore aujourd'hui à 8%. Donc globalement, de notre point de vue, dans ce contexte-là, il peut y avoir une sorte de revalorisation, de réévaluation de la situation globale, et des taux américains à 1,50 ont du sens parce que moins à 0,50, on priçait vraiment finalement la fin du monde. Aujourd'hui, on est dans une situation de normalisation, mais avec une banque centrale qui reste extrêmement agressive et qui a confirmé qu'elle ne remonterait pas les taux, même si l'inflation venait à dépasser les 2%. Il nous semble que c'est plutôt du temporaire, c'est-à-dire une baisse des marchés actions qui pourrait se focaliser pendant quelques jours sur cette question-là. Et dès qu'il y aura une stabilisation des taux, les actions pourraient de nouveau progresser. Donc les opportunités de baisse sont plutôt des opportunités d'achat parce que notre scénario global à horizon, on va dire 1 an, reste favorable aux actifs risqués. Un dernier point sur l'Europe, puisque je parlais beaucoup des États-Unis, étant la principale économie et le principal marché, l'Europe est dans une situation un peu différente. Globalement, si on regarde les PMI, donc les indicateurs avancés en Europe, en zone euro plus précisément, on est en dessous de 50. On est à 48 points, donc beaucoup plus bas qu'aux États-Unis, 10 points en dessous des États-Unis. Autre élément, la croissance des bénéfices. Aux États-Unis, on est positif sur le dernier trimestre 2020. En Europe, on reste très négatif avec un chiffre qui est de moins 20%, lorsqu'aux États-Unis, on est à plus 3,7 par exemple. Dernier point, la croissance sur le Q4 en Europe et en zone euro plutôt est à moins 5%, la première estimation. Ça reste quand même très très négatif. Seul point d'optimisme sur l'Europe, l'arrivée de Mario Draghi, Super Mario, revient après avoir sauvé la zone euro en 2012-2013. Il pourrait permettre finalement à un pays souvent mal aimé par les investisseurs, souvent décevant, l'Italie, de revenir comme un acteur central du renouveau de la zone euro. Alors ça reste aujourd'hui des suppositions, mais de notre point de vue, c'est vraiment un élément important parce que l'Italie a besoin de réformes et un homme fort comme Mario Draghi, qui a une expérience et une crédibilité au sein des institutions européennes et au sein de la population italienne, pourrait amener des bonnes surprises à ce niveau-là. Donc, affaire à suivre sur ce qui se passe en Italie. Voilà en quelques mots. Voilà, c'est très très bien. Alors moi, j'ai juste une question parce que c'est vraiment un sujet qui tarabusque un peu tous les financiers, quel que soit leur niveau. C'est cette histoire de taux long. Avant, on disait que les banques centrales avaient la main sur les taux courts, mais n'avaient pas la main sur les taux longs. Mais avant, les banques centrales ne rachetaient pas massivement du papier. Aujourd'hui, comme elles ont en quelque sorte, de mon point de vue, pris la main sur les taux longs,
en ayant la capacité de racheter du papier. Et si les taux montent et que tant la Fed que la BCE ou les autres banques centrales se mettent à racheter du papier de leur propre zone ou de leur propre pays, automatiquement, il y aura plus d'offres, il y aura plus de demandes que d'offres, et donc les taux reviendront, peut-être pas en territoire négatif, mais reviendront très bas. Est-ce que vous partagez cette opinion? Pas tout à fait ou pas du tout? Je la partage dans le mécanisme, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, le but de la BCE ou de la Fed est de refaire baisser les taux beaucoup plus bas que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la Fed et la BCE sont dans une logique de stabilisation ou de progression légère des taux longs parce qu'ils ont les outils avec le quantitative easing, ce qui est quand même une évolution extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on a pu lire dans nos livres d'économie, avec ces achats concentré sur la partie longue, hein, potentiellement. Il y a même des banques centrales, je pense à la banque centrale japonaise, qui fixent des objectifs sur la partie longue de la courbe. On n'est pas encore à ce niveau-là au sein de la BCE ou de la Fed, mais clairement, ils regardent ce qui se passe sur la partie longue. Maintenant, je pense aussi qu'aujourd'hui, ils ne sont pas inquiets d'avoir des taux longs, par exemple aux États-Unis, à 1,50. Quand vous avez une croissance, alors je ne prends pas le cas de 2021 qui va être extraordinaire, mais une croissance, on va dire, structurelle aux alentours, une croissance potentielle, pour utiliser le terme des économistes, aux alentours de 2%, une inflation aux alentours de 2%, avec des taux nominaux, des taux à 1,50 sur le 10 ans, vous gardez une politique extrêmement accommodante. Donc, de mon point de vue, il pourrait y avoir une intervention beaucoup plus massive des banques centrales s'il y avait ce qu'on appelle un krach obligataire, comme on a pu le connaître en 93, par exemple, avec une progression, imaginons, je vous parlais tout à l'heure de 43 points de base sur les US depuis le début de l'année. Si les US reprenaient encore 100 points de base, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 1,50, on se retrouvait à 2,50, là, la Fed sortirait l'artillerie lourde. Mais pour l'instant, finalement, c'est une concrétisation de la bonne gestion de la politique monétaire américaine, cette petite hausse des taux. Il faut maintenant, c'est un subtil équilibre, mais il faut maintenant, pour la Fed, gérer que cette hausse se fasse très progressivement pour ne pas casser la dynamique économique en cours aux États-Unis. Et l'histoire est relativement la même en zone euro, hormis que les niveaux sont beaucoup plus bas. Merci beaucoup, Cyriac, pour cette intervention, pour ce partage de savoir. Portez-vous bien, à très vite et de toute façon, à tout à l'heure pour parler de notre valeur du jour. C'est maintenant au tour de Mathieu Rollin de Thematics de venir nous présenter sa société et ses fonds. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous? Très très bien et vous? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Donc Mathieu, vous êtes titulaire d'un master en marché financier et investissement de la Schema Business School et d'un master en banque et finance de l'Université Lumière Lyon 2. Vous avez travaillé dans la gestion chez Aviva Investor France après avoir débuté en tant que multimanager chez Olympia Capital Management. Vous avez rejoint Thematics en août 2019 et y gérez le fonds Safety. La société de gestion Thematics a été créée en mars 2019 avec Natixis et s'est spécialisée dans les fonds à thème, comme son nom l'indique. Ils sont au nombre de 6, la sécurité dénommée Safety, l'eau dénommée Water, l'intelligence artificielle dénommée AI et Robotics, Global Consumer, la stratégie des abonnements dénommée Subscription Economy, et un composé de ces thèmes, métastratégie. Avant de parler de ces fonds, si vous voulez bien nous raconter l'histoire de la création de l'entreprise, qui somme toute est assez récente. Oui, bien sûr, avec plaisir Bernard. En fait, Thematics, vous l'avez dit, c'est une société qui est assez récente. C'est une société qui a été créée par 6 personnes qui venaient d'une grande banque privée suisse que beaucoup connaissent, où en fait, pendant plus de 10 ans, ils ont contribué à élaborer et à développer la gamme de fonds thématiques pour le compte de cette banque. Et au bout de plus de 10 ans, l'envie entrepreneuriale les a poussés à créer leur entreprise. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé Thematics Asset Management. Alors, l'idée au départ, c'était pas de partir seul non plus parce que ils voulaient, le désir, c'est de s'adosser en quelque sorte à un grand groupe. C'est la raison pour laquelle ils sont associés avec Natixis. C'est-à-dire que Natixis est actionnaire à hauteur de 50% de Thematics Asset Management. Et l'intérêt, je dirais, de cette association, c'est que dès le premier jour, si vous voulez, on a été en capacité de gérer tout de suite les fonds parce que toutes les fonctions support, tout ce qu'on a besoin quand on crée une société de gestion, nous a été apporté par Natixis. Ce qui nous permet, et ça c'est vraiment, alors moi qui suis gérant de des fonds, c'est un vrai luxe de se concentrer exclusivement sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire
gérer nos fonds et gérer de la performance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Thématique, c'est un petit peu plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On est 18 collaborateurs. Il y a 10 gérants, 4 assistants de gestion. Et puis après, un product spécialiste, notre CEO, les contrôles, etc. Et c'est vrai qu'on fonctionne sur un modèle assez simple où en fait, pour chacune des stratégies que vous avez énoncées, on a à chaque fois 2 analystes gérants spécialisés sur ces stratégies. Alors, venons-en à notre cœur de sujet. Je vous laisse nous expliquer thématique safety, exactement ce que c'est comme fonds, comment vous le gérez, comment vous l'appréhendez, nous parler un peu de vos résultats, de vos objectifs, de ce que vous pensez de l'avenir, des forces, des faiblesses. Voilà, je vous laisse un peu faire ça à votre façon. Allez, ça marche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Thématique Safety, c'est un véhicule d'investissement qui est essentiel dans une allocation. Et souvent, on pouvait imaginer la gestion thématique comme étant une gestion plutôt satellite. En fait, je vais vous montrer que c'est vraiment cœur dans une allocation. En fait, l'intérêt de la gestion safety, sécurité, c'est que ça allie à la fois la croissance et la résilience. C'est vrai que c'est un combo qu'on aime beaucoup, la croissance et la résilience. Alors pourquoi? On va se rappeler très rapidement nos cours d'économie ou de socio-économie. Et Bernard, je suis sûr que vous vous souvenez de la pyramide de Maslow. Ouais. Ça remonte pour nous deux, mais on s'en souvient. Pyramide de Maslow, en 2 mots, c'est très simple. C'était un sociologue américain qui avait hiérarchisé les besoins de l'être humain. Donc, tout en bas de sa pyramide, le besoin absolument essentiel, c'était le besoin physiologique, c'est-à-dire manger et boire. Et le besoin qui arrivait juste après, ce besoin physiologique, ce besoin primaire, c'était le besoin de sécurité. Et pourquoi est-ce que ça arrive juste après manger et boire? Tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre sans sécurité. On ne peut pas se passer de sécurité. Et c'est ce qui amène cette résilience. C'est-à-dire qu'on ne va jamais ou quasiment jamais couper nos dépenses de sécurité. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on est en récession, ce qui est un peu le cas actuellement, et prenons l'exemple de Natixis, grande banque d'investissement. Quand on est en récession, les affaires marchent moins bien, donc on doit couper nos dépenses. Donc, on va aller couper des dépenses générales, on va peut-être se séparer de collaborateurs, on va aller revendre un bâtiment et puis se concentrer sur un autre bâtiment, etc. On va faire plein d'économies. Mais les dernières dépenses qu'on va aller couper, c'est les dépenses de sécurité. Parce que si vous coupez les dépenses de sécurité physique, c'est-à-dire la sécurité dans vos buildings, les contrôles d'accès, etc. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans votre bâtiment et voler à peu près tout ce qu'il veut, du matériel, des informations sensibles, etc. Et si vous coupez vos dépenses de cybersécurité, de sécurité digitale, là, de la même manière, n'importe qui peut rentrer sur votre réseau, aller pirater votre réseau et voler des données extrêmement sensibles, voire même voler de l'argent. Et là, c'est la double peine, surtout quand on est une banque. La première, c'est le risque de réputation. Imaginez en première page de tous les journaux, Natixis a été piraté, des millions de données clients ont été volées. Vous imaginez bien que vous et moi, Bernard, on n'ira pas chez Natixis pour aller ouvrir un compte, parce qu'on n'aura plus confiance. Donc ça, le risque de réputation est énorme. Et il y a le risque réglementaire. On a RGPD, Réglementation générale de la protection des données. C'est une réglementation européenne qui protège justement les données du client. Et si une entreprise se fait pirater des données clients et qu'elle ne peut pas prouver qu'elle a bien fait tout ce qu'il fallait pour protéger ces données, c'est 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires. Alors on se dit, bon, quand on est une très très grosse entreprise, 20 millions, c'est peut-être pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple. En 2017, d'avril à septembre 2017, British Airways a été piraté. 200 millions d'euros d'amende. 200 millions d'euros d'amende. Imaginez si British Airways avait dépensé 200 millions d'euros pour protéger ses réseaux. Jamais elle aurait été piratée. Donc, on ne coupe jamais ses dépenses de sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on a de la croissance? Parce que justement, on ne peut pas se passer de ces dépenses et on vit dans un monde de plus en plus sécurisé. Les normes sont de plus en plus complexes. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus complexe. On vit dans un monde de plus en plus digital qui demande de plus en plus de protection. Donc, on a ce combo magique de croissance et de résilience. Et alors, juste une petite question. Bien sûr. Bon, là, en vous écoutant, on comprend bien que c'est la sécurité. Là, on est sur la sécurité des biens. Est-ce que vous investissez aussi sur la sécurité des personnes, par exemple des sociétés de gardiennage, des matériaux pour protéger des individus? Absolument. Absolument. Donc, c'est vraiment la sécurité au sens très, très large? Alors, vous allez voir, on a un univers d'investissement qui est extrêmement large. Et c'est en ça qu'en gestion thématique, on est très différent d'un fonds sectoriel. Vous allez voir qu'on investit sur plein de choses différentes, mais qui sont toutes
strictement liées à la sécurité. On a, si vous voulez, notre univers, on le sépare en deux. On a deux mondes. On a d'un côté un monde digital et de l'autre côté, ce qu'on appelle le monde réel. Alors, je vais commencer par le monde digital, si vous voulez bien. Là, on a deux segments. Le premier, c'est ce qu'on appelle connexion. C'est ce qui permet de protéger notre vie digitale, nos données. Donc, on va investir sur les sociétés de cybersécurité, ce qu'on appelle des data centers, des centres de données. Et même, on a même une société qui fait de la cyberassurance. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes une entreprise, vous pouvez prendre une police contre le piratage informatique, contre le hacking, comme on dit en anglais. Ça, c'est la partie, la première verticale du monde digital. Ensuite, on investit aussi dans la protection des paiements. La sécurité des paiements est essentielle. Pourquoi? Parce que, et on l'a vu avec le Covid, on a un phénomène de digitalisation des paiements. Nos paiements sont de plus en plus digitaux. Et pourquoi est-ce que nos paiements sont digitaux? Parce que dès qu'on met notre carte dans un lecteur ou quand on paye avec notre téléphone, on n'est pas en train de transpirer en se disant est-ce que ma transaction va être piratée ou pas piratée? C'est extrêmement sûr. Bien sûr, parfois, on peut être piraté quand on prend du liquide sur un distributeur, mais quand on ramène ça au montant payé, c'est rien, c'est peanuts, c'est epsilon. Donc, c'est vraiment extrêmement sûr, mais parce que des milliards d'euros sont dépensés chaque année dans ce segment. Ça, c'est pour le monde digital. Et si je passe au monde réel, là, je dirais j'ai 4 sous-segments. Le premier, c'est, allez, j'appelle ça la sécurité sanitaire, la sécurité de l'eau, la sécurité de l'alimentation. Des sociétés comme Thermo Fisher, par exemple, qui font les tests PCR. Des sociétés comme Eurofins Scientifique, les laboratoires, où justement, on me fait ce test PCR. J'ai également la sécurité des transports. La sécurité des transports, ce soit les camions, les voitures, les trains, les métros. Et là aussi, il y a une révolution en marche. On voit bien que l'innovation est un driver très fort dans les transports. Dans nos voitures, quand on prend les voitures récentes, on a de plus en plus de capteurs un peu partout. Les voitures s'arrêtent toutes seules si on n'a pas vu quelqu'un qui traversait derrière nous. On a des capteurs d'angle mort, on a beaucoup de capteurs. Les voitures sont de plus en plus intelligentes. Je vais vous donner un chiffre, Bernard, pour illustrer ça. C'est que vous prenez une voiture moyenne, une voiture lambda, le contenu en sécurité digitale actuellement, c'est $300. Dans 4 ans, ce sera $1 200. On va multiplier le contenu par 4. Donc, nous, on est positionné sur les sociétés qui fournissent ce contenu en sécurité digitale, pas sur les constructeurs automobiles. Donc, ne me demandez pas quelle est la voiture la plus sûre du marché. En revanche, je sais quelle est la société qui fournit la meilleure solution de sécurité digitale du marché. Et c'est Aptiv. Ensuite, vous parliez justement des sociétés de gardiennage, de protection. On l'a dans un troisième segment, qui est la protection de la vie quotidienne, où là, on inclut une activité que moi j'aime beaucoup, c'est la protection contre les nuisibles. C'est-à-dire les puces de lit, les cafards, les rats, tous ces trucs-là. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus besoin de services de sociétés qui vont nous débarrasser de ces petites bêtes. Pourquoi? Parce qu'on a la globalisation, la mondialisation et le réchauffement climatique. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'avec la globalisation, ces petites bêtes, elles voyagent avec nous, on s'en aperçoit pas. Et avec le réchauffement climatique, elles peuvent s'acclimater sous des latitudes où avant, on ne pouvait pas s'acclimater. Donc ça, on a aussi de très, très bonnes sociétés là-dedans. Et le dernier, c'est la protection au travail, où on protège les travailleurs, les entreprises, et on investit aussi sur la protection des déchets dangereux. Donc on voit que, comme je vous le disais, on a un univers qui est extrêmement diversifié. Et si je vous dis un petit mot sur 2020, parce que 2020 était une très, très bonne année pour nous, le fonds Safety a progressé de plus de 41% sur l'année, contre ce qu'on appelle le MSCI World, c'est l'indice des actions internationales globales qui lui a progressé de 14%. Et pourquoi est-ce que le fonds a si bien fonctionné sur l'année dernière, après une année 2019 où là aussi on progressait de 38% contre un marché à un peu plus de 20%? Parce qu'on a investi dans des sociétés qui apportent des solutions à la crise du Covid. Ça, c'est important. Quand je vous parle de cybersécurité, avec le Covid, du jour au lendemain, on a dû travailler depuis chez nous. On n'allait plus au bureau, on travaille depuis la maison. Quand on travaille depuis chez nous, on doit se connecter au réseau de l'entreprise. Donc, les entreprises, du jour au lendemain, ont dû apprendre à gérer des milliers de connexions depuis des endroits non sécurisés, c'est-à-dire chez moi, chez vous, en dehors du bureau. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Du jour au lendemain également, on n'avait plus envie de toucher les pièces ou les billets parce que c'était potentiellement vecteur du Covid. Donc, on a payé avec nos téléphones. Donc, là aussi, il y a eu des investissements très forts qu'on puisse payer avec ça. Et puis, je mentionnais tout à l'heure des sociétés comme Thermo Fisher ou Eurofins qui, justement, nous permettaient de réaliser ce test PCR, ces fameux tests PCR, ces tests antigéniques, pour justement savoir si on s'était exposé à la maladie ou pas. Et puis, je vous parlais des sociétés de contrôle de nuisibles. Elles ont réussi à s'adapter très vite à cette nouvelle donne et à créer de nouveaux services. Elles proposent maintenant des services de désinfection. C'est-à-dire que quand elles vont voir leurs clients,
au-delà des services de dératisation, enlever les petites bêtes, elle propose aussi de désinfecter tous les plateaux de travail et toutes les installations pour justement venir à bout du virus. Donc, on a un fonds qui a amené des solutions très fortes contre le virus en 2020. Alors là, je vais vous interrompre encore, j'ai une petite question. Bien sûr, Bernard. Vous avez dit que l'année dernière, ça a fait 41%, en 2019, ça a fait plus que 30%, et depuis le début de l'année, vous êtes à combien? On est à plus 5. Plus 5%. Plus 5% depuis le début de l'année. Alors, on sait tous, de par notre expérience ou de par nos études, que les arbres ne montent pas au ciel. Et on peut tous s'inquiéter en se disant, bon, ben voilà une société superbe, dommage que je ne les ai pas connus le 1er janvier 2019, parce que je compte bien, si j'avais mis 100 € le 1er janvier 2019, ben, je ne serais pas loin de 190 aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, donc, je suis toujours enchanté de vous avoir connu, pour plus tard peut-être. Mais pourquoi est-ce que je viendrais investir chez vous maintenant, alors que plus on monte, plus on s'approche de la baisse? Et après, il y a une autre question que je me pose, c'est que je me dis, OK, si vous baissez, tout le monde va baisser. Il n'y a pas de raison que vous baissez et puis tous les autres montent. Mais comme vous avez monté plus que les autres, c'est-à-dire que vous avez acheté des choses qui montaient plus que ce que les autres achetaient, est-ce que dans votre secteur, vous n'allez pas être pris à votre propre piège et demain, ces mêmes valeurs de la sécurité baisseront plus que les autres pour tout simplement un réajustement, ce qu'on voit très souvent en bourse, et ça n'enlève pas à une bonne société sa qualité de bonne société? Alors, je vais commencer par ça, si vous voulez bien, Bernard. En fait, on a connu une période de baisse, c'était dès que le Covid est apparu l'année dernière. On se souvient de mi-février à mi-mars à peu près, le marché a corrigé très, très fortement. Là, on a surperformé de 1%. Alors, 1%, on aurait préféré surperformer de 5%, mais quand on a un marché qui craque comme ça très fortement, on était assez satisfait de cette performance. Pourquoi? Parce que quand je vous parlais de résilience, c'est aussi de la résilience dans le marché. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si demain on va avoir une récession, les sociétés dans lesquelles on investit vont être moins pénalisées que les autres. Donc, quand on va modéliser, si vous voulez, les revenus futurs, quand on va modéliser l'impact éventuellement d'un ralentissement économique ou d'un retour de virus, admettons, sur les comptes des entreprises, nos entreprises, généralement, baissent moins que les autres. Donc, c'est vrai qu'on a une structure de portefeuille où on est beaucoup plus protégé. Puis, il y a aussi cette diversification dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous présentais l'univers d'investissement. On a des sociétés de secteurs très, très différents qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ça aussi, ça contribue à protéger nos encours en cas de baisse très, très forte du marché. Alors, pourquoi est-ce que, en gros, est-ce qu'il y a encore du jus dans le citron ou dans l'orange? C'est la question qu'on me pose souvent. C'est une question absolument légitime. Alors, je vais donner plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, on fait extrêmement attention aux valorisations. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de la gestion passive. On n'est pas un ETF. On n'est pas ces gens-là qui font juste qu'investir dans un groupe de valeurs. Ils regardent, ils savent pas combien ça vaut, ils savent pas quels sont les perspectives de croissance, etc. Ils savent pas ce que ça va faire. On investit, on attend que ça monte et puis voilà. Non, nous, on regarde la valorisation tous les jours. Dès que ça devient trop cher, dès qu'on atteint nos objectifs de cours, on vend. Et on l'a fait au cours de l'année et on le fait tous les jours. On est une société, par exemple, je ne vais pas la mentionner, mais petite société qui est dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, qui a atteint son objectif de cours. Ils ont publié de très bons résultats. On a atteint l'objectif de cours. On est en train petit à petit de la céder. Voilà. Même si on l'adore, même si c'est une super société, mais quand on atteint l'objectif de cours, on est très strict, on vend. Donc, ça nous évite de tomber amoureux des titres et ça nous évite justement les revers de fortune. Ensuite, 2021, on a le vaccin. Ça, c'est une certitude et c'est génial pour tout le monde parce qu'on va pouvoir, j'espère, reprendre une vie normale et on pourra se voir vraiment. On ne sera pas obligé de faire des zooms, on pourra se voir physiquement, ça va être sympa. Mais il faut savoir une chose, c'est que le virus va rester avec nous. C'est qu'en 2021, le Covid, il sera toujours là. En 2022, 2023, il sera sûrement toujours là. Comme la grippe saisonnière est avec nous, le Covid sera sûrement avec nous. Donc, on va avoir besoin de tests. Donc, on va avoir besoin de machines et de consommables justement pour faire ces tests. On a aussi une nouvelle organisation du travail. Ça fait quasiment 1 an qu'on est tous à travailler chez nous. On retourne au bureau 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être moins. Certains ne sont pas retournés. On va continuer à travailler à distance. Ça veut dire que les entreprises vont devoir continuer à investir dans des solutions de sécurité efficaces pour protéger leur réseau informatique et pour protéger leurs infrastructures. Il faut bien voir une chose qui s'est passée en 2020. Quand du jour au lendemain, vous devez connecter vos salariés depuis chez eux, vous cherchez d'abord à colmater les brèches. Vous mettez des petits bouts de scotch, pardon d'être très schématique, mais ils mettaient des bouts de scotch pour essayer pour faire en sorte que tout tienne.
La deuxième phase, c'est la réflexion et repenser en profondeur l'architecture réseau. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce sera en cybersécurité une deuxième vague d'investissement beaucoup plus forte que les investissements qu'on a pu voir en 2020. De la même manière, la digitalisation du paiement, ça va continuer. Avant le Covid, quand j'allais chercher ma baguette chez ma boulangère, mes 2 baguettes, je ne pouvais pas la payer sans contact. Maintenant, je peux la payer sans contact et elle est ravie. Ça s'est démocratisé et ça ne changera pas. Mais pour qu'on puisse continuer d'utiliser ça, il y a toujours d'investissement. Et puis, on va avoir la 5G. La 5G est en train d'être déployée un peu partout. La 5G, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un réseau, je fais juste une petite parenthèse, la 5G, c'est pas qu'on aura un réseau beaucoup plus rapide qu'avant. C'est-à-dire que nous, quand on est connecté en 4G, on aura la 5G, on ne verra pas une grande différence. En revanche, on pourra connecter des millions d'objets sur un réseau, ce qu'on ne peut pas faire maintenant avec la 4G. Ça veut dire qu'il y aura de nouvelles applications à la fois personnelles, mais surtout industrielles avec la 5G. Et à chaque fois qu'on connecte un appareil, que ce soit un téléphone, une machine, un ordinateur sur un réseau, c'est une porte d'entrée potentielle pour les pirates informatiques. Ça veut dire que ça aussi, la 5G, en termes de protection des infrastructures, ça va être un nouveau challenge pour les acteurs de la sécurité de l'informatique. Et la 5G, ça veut dire aussi qu'on va générer encore plus de données. Et les données, c'est le nouvel or noir. C'est l'or de 2020 et après. Les données ont une valeur. Pour le moment, on sait traiter ou valoriser moins de 5% des données qui sont générées. Donc là aussi, savoir sécuriser ces données, c'est un véritable défi de 2021 et des années à venir. Donc vous voyez Bernard, cette question est absolument légitime, mais on est des spécialistes des titres dans lesquels on investit, on fait très attention à la valorisation et surtout on a encore des axes d'investissement très très forts parce qu'à chaque fois qu'on investit, on se base sur des tendances de très long terme. Bon. Tout ce que le Covid a fait, c'était, je termine là-dessus, c'est tout ce que le Covid a fait en fait, c'était mettre un coup d'accélérateur sur des tendances qu'on avait déjà observées, c'est-à-dire la sécurité des réseaux, la digitalisation des paiements, les besoins en sécurité sanitaire, etc. C'est des choses qu'on avait déjà avant le Covid, mais le Covid, il a mis un gros coup d'accélérateur à tout ça, et ça, ce coup d'accélérateur, ça va continuer. Très bien. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, c'est vraiment très, très intéressant. On avait prévu de parler de Meta, qui est un peu votre fonds qui regroupe toutes les thématiques que vous savez faire, que vous faites. On n'a pas vraiment le temps, mais par contre, je vais vous laisser juste nous donner le goût du sucre en 1 minute et on vous réinvitera pour en reparler parce que c'est vraiment très passionnant et je vois les messages qui arrivent sur l'écran. Je crois que je ne suis pas le seul à vouloir vous réécouter. Alors, vous avez 1 minute pour vous parler de Meta, juste me donner le goût d'avoir envie de vous réécouter. Mais c'est marrant que vous disiez ça parce que Meta, moi, je l'appelle le café gourmand de l'investissement. C'est-à-dire que vous êtes au restaurant, la carte des desserts est géniale, vous ne savez pas quoi choisir, vous prenez le café gourmand, c'est-à-dire un petit peu de chacun des desserts. Et ben, le fonds Thematics Meta, c'est le café gourmand de la gestion thématique de chez Thematics Asset Management. C'est-à-dire qu'on va investir sur la sécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, l'eau et l'économie de l'abonnement, un quart. C'est pas du fonds de fonds, on investit en direct dans les titres et on rebalance tous les mois parce qu'on ne fait pas d'allocation. On veut vraiment que ce soit un fonds pur, donc un quart sécurité, un quart AI robotique, un quart sur l'eau et un quart sur l'économie de l'abonnement. Alors, juste une question et après on se quitte. Si vous avez un fonds, si vous avez un titre dans Safety et que à un moment, pour une raison X ou Y, vous décidez de vendre ce titre parce que vous voulez en sortir, est-ce que automatiquement il va être vendu dans Meta ou est-ce que les deux ne fonctionnent pas de la même manière? Ce sont des copies conformes, absolument conformes, pas à 99,9% Bernard, à 100% des copies conformes. Si on sort un titre de Safety, on le sort immédiatement de Meta. Et je vais pas rentrer dans le détail parce que ça intéresse personne, mais on a un système qu'on appelle du pooling qui nous permet justement d'avoir cette gestion au cordeau et à 100%. Donc vraiment, c'est vraiment une réplication parfaite, une photocopie d'un quart de chacun des fonds. Merci beaucoup Mathieu. Merci Bernard d'être venu et à très bientôt. On parlera des autres thèmes et de Meta. Et c'est maintenant au tour de Frédéric Attard d'Altixia. Bonsoir Frédéric. Boa noite en portugais, mon cher Bernard. Comment J'ai ça essayé va, de faire cet effort, mais ça va très très bien. Très heureux d'être là encore ce soir avec vous. Voilà. Ok, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous étiez venu nous expliquer un petit peu vos produits, votre société, comment vous faisiez tout ça lors de l'émission spéciale immobilier, qui était une émission assez dense où il y avait beaucoup de choses ont été dites et on s'était promis de se revoir
pour prendre le temps, aller plus doucement et rentrer dans le détail. Donc, quand on a préparé cette émission, il y a deux produits qui nous intéressent et où on pense que vous faites vraiment une différence et vous pouvez nous apprendre certaines choses et peut-être amener de la valeur ajoutée aux clients qui vous suivraient, qui vous feraient confiance. Je vous laisse un petit peu nous en parler, nous les introduire et ensuite je vous poserai quelques questions. Avant de parler des produits, je voudrais juste recadrer le thème de mon intervention. On a parlé de marché, on a parlé de valeurs mobilières. Là, on parle d'immobilier et je voudrais dire que sur l'année 2020, s'il y a bien un secteur où le rendement a été assez fort et assez sécuritaire, c'est bien l'immobilier, puisque si on regarde le taux de rendement moyen des SCPI en 2020, il est de l'ordre de 4,18% contre 4,40% en 2019. Donc, vous voyez un secteur qui a très, très bien résisté à la crise Covid et donc véritablement un avantage pour des personnes qui veulent investir aujourd'hui en toute sécurité et avec aucun souci de gestion au niveau de la SCPI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on avait convenu tous les deux de pouvoir parler de deux SCPI, la SCPI Commerce Altixia Commerce et la SCPI Altixia Cadence 12. Je vais commencer à parler de Altixia Commerce, vous dire déjà que par rapport à la moyenne 2020, Altixia Commerce a sorti une rentabilité nette de 5,03. C'est quand même ça le plus important, c'est savoir comment je peux placer mon argent, comment l'investir avec un maximum de sécurité et avoir de la rentabilité. Donc un 5,03 en 2020 pour Altixia Commerce, avec la possibilité aussi d'avoir 3 mois de report à nouveau. Ça veut dire quoi, 3 mois de report à nouveau? C'est la capacité à pouvoir avoir de la réserve pour 3 mois de loyer. Donc, c'est avoir une sécurité supplémentaire pour le client final. Un autre élément qui me paraît important, c'est la capitalisation de la SCPI. Elle est aujourd'hui de 34 millions. Et il faut savoir aussi que sur cette capitalisation, il y a une variation du patrimoine positive de 1,76%. Voilà, des chiffres extrêmement positifs. Et ce qui intéresse, je pense, nos auditeurs aujourd'hui, c'est de savoir si j'investis aujourd'hui sur Altixia Commerce, je vais avoir la certitude d'avoir de la rentabilité, d'avoir de la valorisation et puis surtout aussi quelque chose qui est très important, c'est d'avoir de la visibilité. Qu'est-ce que j'entends par la visibilité? Comment on peut avoir de la visibilité par rapport… Vous avez posé tout à l'heure une question très intéressante, c'est de savoir comment va évoluer le marché financier. Là, j'ai une visibilité grâce à ce qu'on appelle à des… la durée moyenne ferme des baux. Aujourd'hui, la durée moyenne ferme des baux sur Altixia Commerce, elle est de 4,38. Ça veut dire que si, dans l'état actuel des locataires, je suis sûr de faire entre 5 et 6% dans les 4,38 ans, enfin 4,38 sur les 4 prochaines années de faire cette performance-là. Et ça, c'est quand même aussi très important. Est-ce que vous avez des questions? Potentiellement, on peut avoir des locataires qui font faillite. Bon, ça, c'est le plus grave. Ou aussi des locataires qui demandent à renégocier les loyers ou à ne pas les payer totalement. Ou alors, ce qu'on a vu régulièrement par le passé dans les SCPI, c'est un marché qui baisse et donc les gérants de SCPI qui sont des commerçants, qui vont un peu renégocier avec leurs locataires en trouvant un deal win-win. Je te baisse le loyer, je t'augmente la durée, je te fais un mois gratuit, je te prends un peu de choses. Donc, on peut quand même avoir de la baisse ici. C'est une très bonne question. Et là où c'est quand même très intéressant avec la crise Covid, c'est qu'on a assisté à un crash test en grandeur nature. Quand on a eu des locataires qui ont souhaité justement qu'on reporte les loyers ou ne pas payer certains loyers, on a allongé les baux. Ça permet de sécuriser encore par rapport à la SCPI. On a surtout regardé une chose qui est quand même très importante, c'est que quand vous regardez aujourd'hui l'ensemble de la SCPI d'Altixia Commerce, qui est, je le rappelle, une SCPI de commerce de proximité et de bien-être, on se rend compte que l'ensemble des locataires, aucun n'a fait faillite. Ça a été notre premier objectif, c'est d'éviter que les locataires puissent faire faillite. Il y a un autre élément qui est quand même très important, c'est que tout à l'heure, on parlait de la crise Covid qui avait démarré au mois de mars. C'est reparti après, quand on a arrêté le confinement. Ce qu'on se rend compte sur le quatrième trimestre d'Altixia Commerce, c'est qu'on voit qu'on a un taux de recouvrement de 83% et avec un taux de locaux occupés en franchise de loyer de 8,9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand
la vie est redevenue normale. On avait un taux de recouvrement de l'ordre de 93%, ce qui veut dire que tous les locataires ont payé après la période de confinement. Donc voilà, ça c'est des questions et c'est des chiffres très précis qui prouvent que la SCPI Altixia Commerce s'est super bien comportée dès que le confinement a été terminé. Bon, alors techniquement, comment ça se passe? Allez, Frédéric, vous m'avez convaincu. Je veux acheter du Altixia Commerce. Alors, je fais comment pour en acheter? Alors, déjà, c'est impossible d'en acheter directement auprès d'Altixia pour une raison très simple, c'est qu'on a pris la décision de passer uniquement par les conseillers en gestion de patrimoine et donc de pouvoir, si vous voulez demain acheter de l'Altixia Commerce, il faut s'adresser auprès de votre CGP indépendant. Ça, c'est un élément important. Pourquoi on a pris cette décision? Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux conseillers indépendants, c'est aussi un moyen de pouvoir gérer le flux. Ce qui est important lorsqu'on gère des SCPI, c'est que vous avez à la fois une entrée d'argent, mais aussi un investissement. Et plus le temps est court entre l'entrée d'argent et l'investissement, plus vous allez gagner en rentabilité. Donc, le fait d'éviter de vendre en direct auprès des clients, on ne pourra jamais dire à un client, vous ne pouvez pas rentrer. Par contre, je peux très bien dire à Bernard, en ce moment, il vaut mieux limiter la collecte sur Altixia Commerce parce qu'en face, je n'ai pas d'investissement et donc de pouvoir préserver la rentabilité. Donc, si vous voulez investir, et je sais que ça, c'est des choses qui sont tous les jours de plus en plus demandées auprès d'Altixia, il faut passer par un conseiller indépendant comme vous, Bernard. D'accord. Alors, je suppose que je peux vous acheter directement. Donc, on doit avoir un bulletin de souscription, on remplit un bulletin de souscription et on devient propriétaire de parts qui sont conservées dans vos livres. C'est ça? Alors, oui, en sachant que l'autre avantage que nous avons déployé, après je parlerai parce que là, je n'ai pas parlé encore de Altixia Cadence 12, mais je vous en parlerai ensuite, c'est qu'aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place une digitalisation totale dans Altixia. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui vivent au Portugal, ils peuvent très bien investir via le CGP, via le digital et donc faire une souscription totalement 100% digitalisée à travers le site d'Altixia et à travers le CGP qui a ses codes sur le site d'Altixia. Très bien. Et donc, je pense qu'on peut aussi acheter via l'assurance vie comme vos confrères. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir la SCPI Altixia Commerce dans les contrats d'assurance vie. Le gros avantage aussi d'Altixia Commerce est un élément aussi déterminant. Ça a été la première SCPI à proposer cet avantage. C'est pour ça qu'elle est beaucoup vendue aussi dans les contrats d'assurance vie. C'est que vous n'avez aujourd'hui que 2,5 hors taxe de droit d'entrée dans la SCPI. Ce qui fait que c'est une des SCPI les moins chères du marché. Et je précise que non seulement il y a 2,5 hors taxe de droit d'entrée, mais aucune pénalité de rachat. Alors, on va essayer de retracer tout ça. Donc, vous m'avez convaincu, je vais voir un CGP et j'achète pour 100 000 euros. Et donc, sur ces 100 000 euros, je paye 2 500 euros de frais, c'est ça? Exactement. Et malheureusement, derrière, parce que ça arrive des fois dans la vie, j'ai un souci et j'ai besoin de mon argent. Donc, ce n'était pas le but, mais voilà, un an après, j'ai besoin de mon argent. Donc, malheureusement, je vais vous réappeler, repasser par mon CGP et dire je vends. Et donc, là, vous allez me vendre à quel prix? Au prix du marché? Alors, d'abord, si vous avez payé 2,5, vous avez bien fait de le dire, mais il faut savoir que le client va percevoir, ça, pas beaucoup de gens le savent, sur la rentabilité brute. Ça veut dire que je verse 100 000 euros, j'ai bien 5%, 5,03 sur la rentabilité brute et non pas sur la rentabilité nette de frais. Ça, c'est un point dire très important. Sur le montant brut, c'est ça? Sur le montant brut investi. Ah. Donc ça, c'est un élément à préciser. Vous êtes les seuls à faire ça ou c'est une habitude de place? Non, une habitude de marché? C'est tout le marché qui fait ça, ce n'est pas uniquement Altixia. D'accord, ok. Mais je le précise parce que souvent on me dit les droits d'entrée servent à payer les frais de notaire, etc., etc. Les droits d'entrée sont que des frais de commercialisation. Et donc, ces droits d'entrée, aujourd'hui, lorsqu'ils sont prélevés, vous allez avoir en fait la rentabilité sur la somme brute. Ensuite, par rapport à votre question, je ne m'en souviens plus, mais si… Ah si, ça y est, je m'en souviens. Au bout d'un an, j'ai besoin de mes sous. Alors, je vais gronder le CGP parce que si au bout d'un an, ça arrive. Le client, ah oui, eh oui, si le client, au bout d'un an, il vient, il me dit j'ai besoin des sous, je vais me dire le CGP a peut-être moins bien écouté le client. Mais ça peut arriver.
Alors déjà, la première chose, c'est que dans une SCPI comme Altixia Commerce ou Altixia Cadence 12, on a un flux très important puisqu'on est une société qui a été créée en septembre 2018. Et donc là, vous avez directement le second marché. Et par rapport à ce second marché, on a la possibilité sur une durée de 1 mois à 2 mois de pouvoir rembourser le client net de frais, net des 2,5%. Donc, en clair, oui, vous avez raison. J'investis à 200 € la part. Si je sors au bout d'un an, j'aurai touché mes 5,03 et j'aurai bien 200 € moins les 2,5% hors taxe de frais que je rembourserai au client. Alors, dites-moi, ça rebat un peu les cartes, ça, parce que moi, j'ai toujours entendu, j'ai toujours appris, on m'a toujours dit, les SCPI, c'est que pour le long terme. Oui et non. C'est une bonne question, mais oui et non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça rabat les cartes, parce qu'avec les 2,5 hors taxe de droit d'entrée, vous avez raison. Si je fais bien mes calculs avec du 5%, si je sors au bout d'1 an et demi, j'ai quasiment, voire j'ai même amorti les droits d'entrée. Simplement, le fait que je mette 2,5 de droit d'entrée ne remet pas du tout en cause le fait qu'une SCPI, c'est un investissement à long terme. C'est avant tout un investissement à long terme. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se mettre dans la tête que même s'il y a 2,5 hors taxe de droit d'entrée, c'est une perspective de rendement, c'est une perspective de vouloir du revenu et que donc, dans cette perspective, on va aller sur une durée de 8 à 10 ans. D'ailleurs, la durée moyenne de détention des SCPI en France et donc au Portugal, parce que ça me fait plaisir de parler aussi aux Français qui sont au Portugal, c'est bien entre 8 et 10 ans aujourd'hui. D'accord. Alors, j'ai quand même une question à vous poser. Quand j'ai commencé un peu dans le métier, donc bon, c'était pas les SCPI d'aujourd'hui, mais ça existait déjà. C'était des véhicules qui ont été inventés un peu juste avant le crash de 93, d'ailleurs, qui ont assez mal fini dans cette première partie. On était sur des frais plutôt à 10%. Ensuite, les frais, ils ont petit à petit baissé vers 7-8%. Là, maintenant, vous êtes arrivé avec des frais encore plus bas, autour de 2,5%. Est-ce que vous pensez qu'un jour, comme les autres produits, comme les frais sur les contrats d'assurance vie ou des choses comme ça, on arrivera à des SCPI sans frais, avec 0% de frais d'entrée? Mais ça existe déjà, puisque suite à la sortie de Altixia Commerce, certaines sociétés de gestion ont sorti des frais à frais zéro. Ça existe déjà. Mais je n'en vois pas l'intérêt parce que aujourd'hui, si vous voulez, l'élément de droit d'entrée n'est pas l'élément essentiel, puisque je vous ai dit, on verse sur le brut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élément de droit d'entrée, lorsqu'on a réfléchi, ça a été à la demande des CGP. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de CGP qui ne faisaient pas de SCPI, notamment de SCPI en direct, et qui me disaient, si j'en fais pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a entre 9 et 10% de droit d'entrée. Et je trouvais intéressant de pouvoir proposer une SCPI avec 2,5% hors taxe de droit d'entrée, et pour le CGP et pour le client. Voilà. On va parler un petit peu peut-être de Cadence 12, si vous me posez la question, comme on avait prévu. Voilà, alors Cadence 12. Alors, je vous pose la question. Et Cadence 12, qu'est-ce que c'est, Frédéric? Obrigado. Voilà, vous voyez que je parle couramment portugais, ça c'est quelque chose que je maîtrise très très bien. Alors, Altixia Cadence 12, pour répondre à votre question, elle est avec des droits d'entrée de 9% hors taxe. Vous voyez, donc ça existe toujours. Mais la différence, c'est que aujourd'hui sur cette SCPI, vous avez eu aussi 5,13 de rentabilité sur 2020, donc elle s'est super bien aussi comportée. Je vous rappelle, la moyenne des SCPI, c'est 4,18. Et puis, il faut savoir que là aussi, on a un report à nouveau de 1 mois et demi. Donc ça, je pense que pour expliquer à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est vraiment 2 SCPI qui cherchent à être dans la sécurité, dans le patrimonial. Et le fait qu'on ait une réserve, ça permet véritablement de pouvoir justement prévenir de ce qui s'est passé notamment en 2020 avec la crise Covid. Donc, ce qu'on voit au niveau je dirais, de Altixia Cadence 12, c'est une SCPI diversifiée qui investit notamment dans les bureaux en région, Rennes. Là, on a investi il n'y a pas très longtemps sur Nice, à l'Arenas, et qui nous permet donc de sortir ça nous permet de sortir encore de la rentabilité extrêmement intéressante. Et là, c'est pareil, on a une durée moyen ferme des baux de l'ordre de 4,4 années. Et là aussi, on a un taux de recouvrement de l'ordre de 94-95% au 4e trimestre, qui veut dire que là aussi, on a réussi le pari de remonter en termes de rentabilité et de faire payer les locataires au 4e trimestre, qui est une très, très bonne chose. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est
c'est être extrêmement positif sur la notion d'investir dans les SCPI, que ce soit dans les contrats d'assurance vie. On parlait la dernière fois j'entendais les tensions sur le marché immobilier, etc. On se rend compte aujourd'hui que le marché maintient ses prix, qu'il n'y a pas de baisse, au contraire, que c'est même très compliqué aujourd'hui de trouver des biens qui puissent être hyper intéressants. Donc, nous, on fait du stock picking, c'est-à-dire qu'on va sur des petits investissements et on va chercher des investissements qui nous permettent véritablement de ne pas être en concurrence avec les grosses machines et de pouvoir aller justement prendre ce qui se fait de mieux en région et autour de la région parisienne. D'accord. Allez, une dernière question et ensuite on passera à l'invité suivant. Quand on débriefe les entretiens, les invités me disent toujours c'est dommage que vous ne m'ayez pas posé cette question. Alors, je ne sais pas si je vais le dire, Bernard, vas-y. C'est justement, dites-moi quelle question vous voulez que je vous pose. Vous l'avez déjà posé, c'est comment investir auprès d'Alticia, parce que je pense que tous les auditeurs aujourd'hui, après cette présentation que j'ai faite, ont envie d'investir. Vous allez pouvoir, c'est simplement aujourd'hui contacter son conseiller indépendant et de pouvoir directement souscrire chez Altixia à travers le site internet, puisque vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous appelez votre conseiller, il vous remplit tout en ligne. 10 minutes après, vous êtes l'heureux propriétaire de parts de SCPI, Altixia Commerce ou Altixia Cadence 12. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour démarrer l'année 2021, mon cher Bernard. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation de compétition et j'espère que les auditeurs répondront à votre appel et viendront investir. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée, restez avec nous. Très bonne soirée et à très bientôt. C'est maintenant au tour de Grégoire Linder de Riser pour le projet du jour. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors Razers, comme certains le connaissent déjà, nous sommes un spécialiste du prêt aux promoteurs immobiliers et aux marchands de biens. Nous proposons à des investisseurs de prêter directement à ces acteurs-là sur des prêts entre 12 et 24 mois sur des taux d'une moyenne de 10% par an. Alors l'opération du jour, Bernard, c'est une opération au Jet, les Jets en Haute-Savoie. Donc c'est une station de ski qui est rattachée au domaine des Portes du Soleil, Morzine, Avoria, Les Jets. Et donc notre promoteur immobilier régional achète une ancienne colonie de vacances, la rénove et va faire des appartements de standing, une dizaine d'appartements. Donc nous intervenons. Des appartements de surface qui vont de 50 mètres carrés à 90 mètres carrés, des petits balcons et des garages. Voilà, à un prix de sortie tout à fait raisonnable. Et donc voilà, il nous sollicite pour financer son opération. Donc nous levons 2 millions d'euros pour financer l'achat du bien actuel et une quote-part des travaux. Et c'est un prêt qui est rémunéré à hauteur de 10% par an sur une durée de 18 mois. Voilà. Nous avons lancé le dossier ce matin et nous avons déjà collecté à peu près 60% des fonds requis. Donc l'opération est actuellement ouverte. Voilà pour les éléments clés du dossier. Alors, quelle est la durée de l'opération? Quel est le taux d'intérêt? Donc là, on part vraiment pour une durée au moins de 18 mois. Dès que les lots seront vendus et livrés, il y aura des remboursements partiels au fil des ventes du promoteur. Donc en l'occurrence, là, il y a 10 appartements qui vont être créés et vendus. Donc potentiellement 10 tranches de remboursement qui se feront au plus tôt pour la première livraison, plutôt horizon 12 mois, et ça va être étalé jusqu'à 18 mois. Là, il n'a pas commencé à construire encore, le promoteur. Il n'a même pas encore acheté la colonie de vacances. On intervient pour l'acquisition du bâtiment existant. D'accord, donc il y aura au minimum 12 mois de construction. C'est ça. Rénovation, construction, le temps de vendre également, ça prend du temps. Et on est sur 12 mois de construction et on se rajoute 6 mois de marge de manœuvre pour la partie commercialisation. D'accord. Alors, j'ai vu aux différentes émissions, aux différents projets, que vous êtes toujours soucieux de la sécurité et de ce que vous appelez dans votre jargon les sûretés. Exactement. Alors, on a pris plusieurs sûretés, plusieurs garanties, on appelle ça. La première, la plus forte aujourd'hui, c'est une garantie hypothécaire de premier rang. Donc, nous avons un notaire qui nous accompagne et qui, au moment de l'acquisition, fait inscrire
nos créanciers en tant que hypothécaire du bien. C'est-à-dire que le promoteur ne peut pas vendre sans que les flux retournent directement à nous, et ou inversement, si le promoteur dépose le bilan demain pour X raisons, nous pourrons récupérer le bien, ou en tout cas les fruits de la vente de ce bien. Ça, c'est la première garantie sûreté la plus forte. Après, on est souvent sur là en l'occurrence, une société, ce qu'on appelle projet. Donc Alpha Promotion est la société qui porte aujourd'hui le projet sur les jets, cette opération de rénovation, de transformation. Mais ce promoteur a des holdings sur lesquels nous prenons une sorte de caution sur le holding. On appelle ça une garantie à première demande qui est prise sur la holding du promoteur. Et enfin, la troisième garantie qui est prise sur cette opération, c'est une caution personnelle, tout simplement pour engager également le dirigeant dans la bonne tenue et la bonne réalisation de son opération. Donc l'enjeu, c'est évidemment de ne pas activer ces garanties-là, de sélectionner des opérations dans lesquelles on croit. On pense que le prix de sortie des lots sont tout à fait dans les normes de marché au jet, que le promoteur est tout à fait en mesure de réaliser son opération. En plus, il réalise une belle marge. Donc, on est assez confiant dans ce dossier. Et c'est pas un petit peu tendu en ce moment, la montagne, avec les stations fermées, donc automatiquement moins de gens qui y vont, moins de gens qui s'intéressent à acheter, des gens qui peuvent stresser. Bon, je sais bien que l'acheteur, il est versatile, mais c'est pas quelque chose qui vous stresse un peu ou qui augmente votre vigilance plutôt? Non, vous avez raison. À court terme, il y a un accès très limité dans les stations avec une offre de loisirs, on va dire, restreinte. Mais là, on est sur un objectif de vente à terme, vente à la livraison. Donc, il y a tout ce plan de rénovation qui va durer 12 mois. Donc, le vrai de la commercialisation débutera que début 2022. Oui, c'est ça. Donc, on est quand même dans une logique où on se dit début 2022, les stations de ski pourront réouvrir, les touristes vont revenir, et les Gets, en l'occurrence, c'est une station de ski très proche de la Suisse, des Genevois, très prisée par les Annéciens et les Genevois, avec finalement pas tant d'offres que ça de promotion immobilière ou d'immobilier rénové. Oui, court terme, il y a un enjeu sur la commercialisation, mais d'ici 12-18 mois, on ne se fait pas plus de soucis que ça, surtout si les prix de sortie sont tout à fait cohérents. D'accord. Et il y a toujours le code promo French Radio 2021? French Radio 2021 pour tous les investisseurs qui nous écoutent, 100 € offerts pour leur premier investissement sur notre plateforme. Donc, je répète, c'est Raizers, RAIZERS.com. Ok, merci beaucoup Grégoire. Passez une bonne soirée. Merci Bernard. Et à très bientôt pour un nouveau projet. C'est maintenant au tour de Patrick Gamancia du groupe Erez. Bonsoir Patrick. Bonjour Bernard, merci de m'inviter, c'est très sympa de votre part. Ok, c'est à nous que ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vous connais depuis longtemps, on pratique le même métier, et comme ça, au hasard de la presse, j'ai vu que vous lanciez un concours dans la photo. Donc, on va un petit peu commencer à l'envers si vous voulez. Vous allez nous parler du concours et ensuite nous parler un petit peu de votre entreprise, de votre société de gestion de patrimoine. Alors, c'est quoi ce concours? Avec plaisir. Alors, chez Erez, on a toujours depuis des années fait des actions de mécénat chaque année. Et ce mécénat, on l'a toujours fait sur la thématique de l'art. Donc, on a fait pendant de très nombreuses années, dans les différentes actions de mécénat, du soutien à des artistes, souvent des artistes émergents, des jeunes artistes. C'était une très bonne façon, je trouve, de les aider, mettre leur travail en valeur. Ensuite, on a fait une compétition qui s'appelle la Bourse du Talent Photo, qui a eu lieu pendant 6 ans, et au cours de laquelle l'élu de chaque année a eu la possibilité de présenter toute son œuvre photographique dans les couloirs de la bibliothèque François Mitterrand pendant 2 mois, et dont l'œuvre rentrait ensuite dans la bibliothèque. Et puis cette année, on a décidé de changer le système et d'aller vers une thématique, toujours en restant dans le monde de la photo, dans une thématique de ce qu'on appelle la photo corpo. Alors, ceux qui ne sont pas adeptes de la photographie ne savent pas forcément ce que c'est, mais en fait, la photographie a plusieurs domaines. Vous avez la photo de mode, vous avez la photo de portrait, vous avez la photo de paysage, etc. Et il y a une catégorie qui s'appelle la photo corpo, qui est donc la photo corporate. Vous savez, celle de ces photographes que l'on réduit à faire la photo des gens qui viennent travailler et qui sont au bureau, et qui sont un peu le parent pauvre de la photographie aujourd'hui dans le milieu français de la photo. Alors que dans de très grands pays, dans de très nombreux pays en Europe ou aux États-Unis, ils ont vraiment une place qui est la même que celle des autres photographes dans les autres catégories. Et donc, on a voulu mettre en avant cette profession qui, en plus, est une profession qui souffre,
et la photographie corpo. Et on a lancé donc ce prix qui va permettre à des amateurs ou à des professionnels, pour les premiers échos qu'on a, c'est plutôt des professionnels qui arrivent. Ça peut être des jeunes professionnels ou des professionnels très avertis. Et donc, il y a un concours. En effet, ils vont pouvoir présenter 4 photos. Et après, il y a tout un schéma de sélection avec un jury de première qualité, puisqu'on a des gens qui sont du musée Pompidou, du musée du jeu de paume, ou encore le patron de la photographie de Arles, qui sera le président du jury. Et on va pouvoir comme ça, d'abord, il aura un prix en termes financiers, il va toucher un chèque, mais on va surtout mettre en avant son travail dans la propre communication des RES, mais aussi essayer de faire en sorte que cette personne puisse monter les échelons de la reconnaissance. Voilà. Et je pense qu'on doit tous essayer de faire quelque chose sur des thèmes auxquels on est cher. Et chez RES, c'est vrai que c'est le thème du patrimoine et de la culture patrimoine, puisque c'est notre label en dessous des RES, il y a marqué la culture patrimoine, et c'est d'essayer de réfléchir au patrimoine 360 degrés dans sa totalité, et pas juste les placements financiers ou immobiliers. Et puis, vous savez, Bernard, vous qui êtes un professionnel comme moi, qu'aujourd'hui, plus les gens sont aisés, plus la quote-part de leur patrimoine, qui n'est ni financier ni immobilier, tend à grandir. Et donc, les gens qui ont des patrimoines conséquents consacrent des pourcentages 1, 3, 5, 10, 15, 20% de leur patrimoine à leur passion. Donc, certains ont des passions qui sont liées au monde de l'art, et puis d'autres, ça va être lié au monde de la musique. Certains vont choisir les bateaux, les voitures, les montres, je ne sais quoi. Et c'est vrai que sur cette thématique de l'art qu'on a toujours développée chez RES, eh ben, on surfe un peu dessus aujourd'hui, et on accompagne aussi nos clients sur leur réflexion de leur collection en termes de structuration juridique, en termes de transmission et tout ce qui peut… Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu des montants très, très conséquents dans le patrimoine de clients importants. D'accord. Alors, 2 petites questions rapides. Déjà, ce concours, il est ouvert à tout le monde. Ça, vous nous l'avez dit, que ce soit amateur ou professionnel. Comment on fait pour s'inscrire? Vous avez un site internet qui s'appelle photographie.com, qui est aujourd'hui le site de référence en France de la photographie, qui est partenaire des RES pour cette compétition, et sur lequel on peut télécharger les conditions d'inscription, et ensuite on pourra télécharger son dossier de photos. D'accord, donc tout simplement photographie.com. Photographie.com, et on a jusqu'à la fin du mois de mars pour singulier ou au pluriel? Photographie au pluriel. Au pluriel. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Bon, sinon, vous mettez photocorpo. Sinon, vous mettez photocorpo. Voilà. Sinon, vous mettez photocorpo et photocorpo et RES dans Google, et ça sort tout de suite. Ça marche. Ok, super. Donc, et le gagnant sera connu quand? Alors, le jury aura lieu la première quinzaine d'avril. D'accord. Donc, un gagnant fin avril, c'est ça? Exactement. Exactement. Okay. Vous serez le bienvenu pour venir nous le présenter. Et puis surtout, vous présenter son travail, parce que vraiment, c'est une profession exceptionnelle et qui a besoin d'un coup de main. Donc, avec grand plaisir pour mettre en avant l'heureux ou l'heureuse élu. Ok. Alors, on va prendre quelques minutes pour parler de vous, même si on est terriblement en retard. Alors, déjà, pour vous présenter un peu au public, vous faites partie des professionnels de la gestion de patrimoine connus et reconnus sur Paris comme beaucoup. Par contre, comme beaucoup moins, vous avez développé un groupe plutôt qui fait partie des gros. Et c'est un peu rare dans notre métier. Notre métier, c'est énormément de petits, quelques moyens et très, très peu de gros qui se comptent sur les doigts d'une main de géant, on va dire. Voilà. Alors, allez-y, en 2 mots. D'abord, pourquoi? En 2 mots, en effet. Et comment ça se passe RES a grandi au fur et à mesure de rencontres avec d'autres professionnels qui ont voulu nous rejoindre et rejoindre la société. Aujourd'hui, en effet, on doit être 40 ou 45 personnes. Et l'idée pour nous, c'était, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on a une matière grise qui arrive dans l'équipe, on a un peu plus de choses à offrir et à proposer à nos clients. Et c'est vrai que cette richesse intellectuelle mise à la disposition des clients nous a permis de grandir, mais nous a aussi permis d'avoir des clients de plus en plus importants et d'avoir des familles françaises qui nous confiaient leur patrimoine et qui nous demandaient d'intervenir de manière de plus en plus importante. Et donc, on essaye aujourd'hui très clairement, il faut être honnête, de challenger les banques privées, d'être en concurrence quand nos clients ou nos prospects héritent d'une succession importante, font une opération de OBO ou d'LBO dans leur entreprise, ce qui est quand même le gros de nos clients. Voilà, et on essaie de développer au maximum cette partie-là. Donc, bien entendu, implanté à Paris.
Ou c'est un peu le Implanté à Paris, on sera implanté dans une deuxième ville le mois prochain. Allez, donc voilà, j'aurai le plaisir de vous en parler, j'espère, le mois prochain. Et on est en train de concrétiser allez, ça. donnez-nous la première lettre, David, au moins. Non, je peux pas. Sinon, j'ai un Allez, engagement de confidentialité. Et puis, il y a plein de villes qui commencent par cette lettre, donc ça vous aidera pas. Non, je fais avec grand plaisir pour vous raconter ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez aujourd'hui en effet deux business models qui se développent. Celui des cabinets indépendants qui sont de taille réduite et qui sont super proches de leurs clients avec un nombre limité de clients. Et puis, vous avez de l'autre côté des sociétés qui ont envie d'offrir quelque chose de plus large en termes d'offres de services et de produits et qui sont donc obligés d'avoir plus de personnes et plus de matières grises, tout en étant, comme vous, Bernard, toujours en architecture ouverte et en commercialisant finalement les bonnes idées d'investissement des autres. Ok, super Patrick, merci beaucoup. Donc, vous revenez nous voir pour la deuxième ville de province et vous revenez nous voir pour le lauréat. Avec grand plaisir. Merci d'avoir invité Erez et merci à vous tous. Passez une bonne soirée, au revoir. C'est maintenant au tour de Bruno Zaraya avec la valeur du jour Total. Et derrière Bruno, ce sera Marc Toiti qui conclura cette émission. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment allez-vous Bruno? Ça va très bien, je vous remercie. Très bien. Et vous? Ça va. Je pense qu'on a un petit décalage de son, alors on va faire attention. Donc ce soir, on est venu pour parler de Total. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la valeur. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes dans la société Gingeractif, un peu spécialisée dans les valeurs value, en tout cas en ce moment, parce que c'est là où vous pensez qu'il y a la réserve de hausse pour le futur. Et donc Total est une valeur qui vous intéresse et vous allez nous en dire plus. On vous écoute. Alors merci Bernard. C'est vrai qu'on avait envie, dans nos échanges, de parler d'une valeur pétrolière. Alors je précise que pour l'instant, celle-là n'est pas dans notre portefeuille. Néanmoins, on voulait parler de Total pour plusieurs raisons. D'abord, Total change de nom. Total va s'appeler Total Énergie au pluriel. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on est face à une industrie, puisque l'ensemble des pétrolières vont dans ce sens-là, une industrie qui cherche à diversifier ses sources d'énergie pour aller vers le renouvelable. Donc ça, c'est un point qui est important. Second point important, et pourquoi une pétrolière? Parce que vous savez, aujourd'hui, à l'heure où tout le monde parle que de Bitcoin et de private equity ou autre, il est intéressant d'être un petit peu contrariant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une pétrolière, c'est un peu contrariant. C'est un peu contrariant parce que avec tout ce greenwashing, avec tous ces éléments investissement socialement responsables, beaucoup d'acteurs ont décidé d'exclure les pétrolières de leur univers d'investissement. Or, nous, chez Ginger, notre objectif, ce n'est pas d'exclure qui que ce soit, mais c'est d'accompagner des personnes qui désirent améliorer leur façon de travailler. Et ce qui est intéressant avec les pétrolières, quelles qu'elles soient d'ailleurs, nous, par exemple, on a du Eni ou du Repsol en portefeuille, mais Total, on aurait pu l'avoir aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'accompagner une logique industrielle d'amélioration par rapport à des émissions de CO2 et d'amélioration par rapport à un comportement environnemental. Or, comme on est arrivé plutôt à une forme de rejet de ces entreprises, elles ont atteint des niveaux de valorisation et donc de prix sur les marchés extrêmement attractifs, alors même que le prix du baril de pétrole est très au-delà de la moyenne du prix sur un an glissant. Ce qui veut dire que vous avez des décotes, donc des discounts de prix sur ces valeurs qui sont extrêmement attractives. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Total, parce que c'est la valeur française de référence, est un très bon exemple de ça, comme le sont quasiment toutes les pétrolières européennes, qui sont d'ailleurs les industries pétrolières dans le monde qui ont fait le plus d'efforts dans les énergies renouvelables. Alors, moi, sur Total, j'ai envie de faire un peu de science-fiction. Après, on a Cyriac Dayan de Sanso qui nous donnera son éclairage. Mais moi, j'ai vraiment une question qui me taraude sur Total. Quand vous me dites qu'ils vont changer de nom, je ne le savais pas, donc voilà, je ne l'avais pas lu dans la presse, pour s'appeler Total Énergie, donc ça veut dire qu'ils donnent clairement la direction, ils restent dans l'énergie, mais ils vont dans les énergies, et surtout dans les autres énergies. Est-ce que ça vous paraît possible qu'un jour ou l'autre, Total se soit tellement développé dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydrogène, et dans mille et une autres énergies qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, que d'un seul coup, ils vendent toutes ces activités pétrole à un gros pétrolier non européen et que ça devienne une nouvelle société, leader européen, pourquoi pas même leader mondial des énergies renouvelables?
C'est difficile d'anticiper ça parce que vous savez, moi, il y a 12 ans, en 2008, je me souviens à l'époque, j'étais chez Rothschild, on faisait des conférences sur l'énergie et tous les grands économistes prévoyaient un baril de pétrole entre 150 et 200 dollars incessamment sous peu. Bon, 12 ans plus tard, alors qu'on a touché moins 40 dollars sur le prix du baril l'année dernière, ce qui est assez incroyable pour un actif réel, ça montre bien quand même qu'on a beaucoup d'inefficience aujourd'hui. Tout va dépendre du prix du baril de pétrole. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est une certitude, l'ensemble des pétrolières européennes, mondiales et particulièrement européennes, cherchent de plus en plus à diversifier leurs énergies, leurs sources de revenus. C'est vrai depuis longtemps et ça s'est fortement accéléré ces 2-3 dernières années. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs que typiquement, regardez le parc automobile français mais européen, Tesla n'est pas le seul exemple de ça, Volkswagen, beaucoup de structures automobiles vendent aujourd'hui quasiment que des voitures électriques. Alors, je ne dis pas que c'est mieux pour la planète, parce que quand vous écoutez le patron de Peugeot qui vous dit « en tant que père de famille, je ne suis pas sûr que l'électrique soit mieux, en tant que patron de Peugeot, on fait que de l'électrique », ça peut laisser interrogation. En revanche, ça veut dire que demain, les demandes de pétrole seront probablement moins importantes. Ce qui est bien, c'est que ça va limiter notamment les recherches pour tout ce qui est gaz de schiste qui sont très polluants. En revanche, en effet, tout ce qui est investissement dans l'hydrogène, dans l'éolien, dans le solaire, ne va faire qu'augmenter. Et c'est quelque part quelque chose qui est contractualisé, puisque ces groupes-là, Repsol, Eni, Total, ont pris des engagements vis-à-vis du marché par rapport à leurs émissions carbone et par rapport à l'équilibre qu'elles proposent. Donc, je ne sais pas si demain, elles vendront la partie pétrolière. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la partie pétrolière, le chiffre d'affaires de la partie pétrolière va diminuer dans le temps, dans le global du chiffre d'affaires de ces industries. OK. Merci beaucoup, Bruno. On va écouter, restez avec nous et on va écouter Cyriac Zaïman, son éclairage sur Total. Cyriac, vous êtes là? Oui, tout à fait. Merci Bernard. Alors, l'éclairage, il va être en deux temps. Il y a l'aspect micro sur la société. Nous, chez Sanso, on utilise un modèle avec 6 facteurs qui nous permet d'évaluer rapidement la qualité d'une société. Ce qui est intéressant, je me suis amusé à regarder ce que le modèle disait sur Total. C'est globalement, Total, au sein des pétrolières, est plutôt une société qui est mieux cotée que la moyenne. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle ressort mieux que d'autres pétrolières de la zone euro. Du fait, principalement, de sa valorisation qui est particulièrement attractive, on l'a souligné, mais spécifiquement sur Total, et 2, sur une dynamique bénéficiaire, ces révisions qui sont plutôt positives aujourd'hui. Et donc, à ce niveau-là, c'est plutôt une valeur qui, si on exclut l'aspect ISR, sur lequel je vais revenir dans un deuxième temps, sur lequel on trouve plutôt un intérêt dans le monde des pétrolières aujourd'hui. Par contre, et ça c'est important, dans le raisonnement ISR, ESG, puisque Sanso, comme vous le savez, Bernard, est un spécialiste de l'ESG, nous, ce qui nous intéresse aussi et en priorité, c'est le positionnement d'une société par rapport à ce point-là. Sur cet élément-là, il faut avoir un chiffre. Aujourd'hui, dans le chiffre d'affaires de Total, la partie activité verte, c'est 6% du chiffre d'affaires de Total. 94% du chiffre d'affaires de Total, c'est sur ce qu'on appelle l'activité brune, donc pétrole, etc. Ça ne veut pas dire que Total n'investit pas réellement dans toutes les énergies vertes plutôt, mais ce sont aujourd'hui des investissements qui sont, en termes de représentativité du chiffre d'affaires, encore anecdotiques, on en conviendra tous. Potentiellement, peut-être dans quelques années, les choses seront très différentes, peut-être aussi qu'il y aura des cessions qui feront que, mais globalement, aujourd'hui, acheter Total sur vraiment une logique énergie verte, développement d'énergie recyclable, nous semble en tout cas à mettre en relation par rapport à ce chiffre-là. Et c'est pourquoi nous, dans une logique un peu opérationnelle, Total, on l'a dans certains portefeuilles pour des questions plutôt de construction de portefeuille, des positions sur le secteur pétrolier, mais in fine, dans notre ADN, on est plutôt aujourd'hui à privilégier des valeurs qui sont vraiment spécialisées sur la transition énergétique ou sur des secteurs, le secteur des énergies renouvelables, qui nous semble vraiment avoir un potentiel plus important à moyen terme, même si la valorisation, on en conviendra tous, est extrêmement élevée sur ce secteur-là comparativement aux pétrolières. Super, merci beaucoup.
bonsoir Cyriac et à très bientôt. C'est maintenant au tour de Marc Toiti de venir nous faire son panorama sur l'économie mondiale. Bonsoir Marc. Bonsoir Bernard, tout va bien? Ça va très très bien, je vous remercie. Parfait. Bon, désolé pour l'heure, mais je viens de finir LCI, là, voilà. Je vous appelle Et des nous, locaux, là, vous êtes chez TF1, là, voilà. Super. Et nous, on a 10 minutes de retard. Alors, on va dire, allez, match nul, égalité. Pas de problème, very good. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le front de l'économie ces 15 derniers jours? Écoutez, je pense que, évidemment, on a toujours, malheureusement, cette reprise en cas, c'est-à-dire d'un côté, les États-Unis, la Chine qui résistent bien, même les Américains qui ont une croissance de plus en plus forte, c'est assez incroyable. Puis de l'autre côté, l'Europe et notamment, je dirais, la France, qui reste sur une croissance extrêmement faible. Nous sommes toujours en récession dans la zone euro, en France également. Heureusement que l'Allemagne est là, l'Allemagne résiste, mais elle est à la frontière, malgré d'ailleurs le confinement en Allemagne. Donc ça, c'est évidemment dangereux. Par contre, ce qui est encore plus dangereux, ça je pense que c'est la vraie nouvelle de ces derniers jours, c'est que les taux d'intérêt à long terme, taux d'intérêt à 10 ans, commencent à augmenter. Alors, beaucoup aux États-Unis, un petit peu chez nous, parce que justement, il y a des risques inflationnistes qui commencent à arriver. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des cours des matières premières aujourd'hui qui est là, un peu partout dans le monde. L'indice CRB est même au-dessus. L'indice CRB, c'est toutes les matières premières confondues. Il est avant donc, son niveau de 2019. Donc, ça veut dire que la crise est oubliée, entre guillemets, sur les matières premières. Et donc, mécaniquement, il y a une petite tension sur l'inflation. C'est vrai qu'elle n'est pas dramatique, mais quand même, on voit dans la zone euro, on était il y a quelques mois en déflation, c'est-à-dire avec un glissement annuel des prix à la consommation qui était négatif. Là, on passe sur un niveau donc de 1%. Et donc, mécaniquement, les taux d'intérêt à long terme commencent à augmenter. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que tout le château de cartes, j'ai envie de dire, qui s'est créé depuis cette crise, cette pandémie dramatique, repose justement sur des taux d'intérêt artificiellement bas. C'est-à-dire que les États sont surendettés, notamment bien sûr la France, bientôt 125% de notre PIB de dette publique, et pourtant les taux d'intérêt sont restés bas, très bas, même négatifs, et donc parce que justement on a la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. À partir du moment où effectivement les taux d'intérêt remontent, ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui, évidemment, c'est pas dramatique encore, on est quasiment à zéro sur le taux d'intérêt à 10 ans, mais ça augmente un petit peu. Aux États-Unis, on est à 1,4% sur le taux d'intérêt à 10 ans, alors qu'on était à 0,7% il y a quelques mois, donc ça a quand même doublé. Donc tout ça pour dire que si les taux d'intérêt commencent à augmenter, alors là, on va avoir des difficultés à maintenir, bien entendu, cette dette publique, et c'est là où ça peut faire très mal. Et là où ça fait très mal, c'est là où je rebondis sur ma reprise en cas, c'est que d'un côté, les États-Unis vont bien, donc ils vont peut-être arrêter la planche à billets dans les prochains mois. L'Allemagne va mieux également, donc eux aussi vont peut-être arrêter. Et donc, comme nous les Français, et pas seulement d'ailleurs l'ensemble de la zone euro, on est en bas, si effectivement on arrête ou on limite la planche à billets, et bien les taux d'intérêt remontent et on ne pourra pas avoir cette reprise, d'autant que, comme vous le savez, nous sommes très en retard sur les vaccins, etc. Donc ça, c'est vraiment très dangereux, c'est le pire des scénarios. Si les taux d'intérêt remontent, effectivement, le château de cartes risque de s'effondrer. Alors, j'ai deux questions essentiellement. La première, c'est ces histoires de taux longs. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, de mon point de vue, il y a 10 ans, ça aurait été très, très dangereux. Mais aujourd'hui, les banques centrales sont tellement présentes, sont tellement capables d'acheter, que si jamais elles voient les taux longs monter, il leur suffira de se mettre en face et d'acheter de la marchandise, et mécaniquement, ils baisseront. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, mais pourquoi elle le ferait? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une banque centrale a pour objectif, effectivement, de soutenir la croissance, notamment aux États-Unis, un peu moins chez nous, mais bon, c'est venu évidemment avec cette crise, et parallèlement de limiter l'inflation. Donc, si l'inflation augmente, parce que jusqu'à présent, il y avait de la déflation, on avait un glissement annuel des prix à la consommation négatif. En fait, l'inflation, elle était déjà là, mais on ne la voyait pas. L'inflation, elle était sur le prix des actifs, sur les marchés boursiers, les marchés obligataires, les marchés immobiliers, etc. Donc, on ne la voyait pas. On disait non, regardez, il n'y a pas d'inflation. En fait, l'inflation, elle était là. Toute cette planche à billets, l'argent n'a pas disparu. Il a été alimenté, ces bulles boursières, etc. Mais on ne voulait pas appeler ça de l'inflation. Si maintenant, il y a de la vraie inflation, c'est-à-dire sur les prix à la consommation, quel va être l'argument des banques centrales pour dire non, mais c'est pas grave, je continue ma planche à billets, je continue mes taux d'intérêt à zéro, c'est très dangereux. Donc là, d'autant que l'économie américaine va très bien. Donc, quand on va poser la question, parce que vous savez que la Réserve fédérale américaine, elle dépend du Congrès américain. Quand on va auditionner le président de la Réserve fédérale pour lui dire, bon alors, pourquoi vous maintenez les taux d'intérêt à zéro, pourquoi vous maintenez la planche à billets,
Parce que maintenant, il y a une croissance forte aux États-Unis. On va revenir bientôt à 3%. Ben là, il n'aura plus d'arguments. Si vous avez 3% de croissance et une inflation à 2,5%, c'est fini. Il faut arrêter la planche à billets. Donc, c'est ça le problème, c'est que ça va commencer aux États-Unis, comme vous le savez, qui est le marché directeur. Donc, nous, on va suivre bêtement, j'ai envie de dire. Et du côté de la Banque centrale européenne, ça va être le même discours. Parce que comme ça va mieux en Allemagne, mais pas en France, mais en Allemagne, ben là, c'est pareil. L'Allemagne, c'est 33% du PIB de la zone euro. Donc, on va dire, quel va être l'argument que va donner Madame Lagarde pour dire attention Madame Lagarde, l'inflation augmente, l'Allemagne va mieux, la zone euro va un peu mieux. Et voilà, c'est ça tout le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à la perfusion ou à l'oxygène, enfin ce que vous voulez, ça fait du bien. Ah bah oui, à la perfusion, on ne va pas l'enlever. Oui, mais il va bien falloir l'enlever un jour. Et tout, effectivement, beaucoup, je dirais, d'économistes, et même qu'on évoquait tout à l'heure, votre interlocuteur disait qu'effectivement, beaucoup d'économistes voyaient le baril à $200, si vous vous souvenez, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'étais l'un des rares à dire que ça allait baisser. Ben là, c'est pareil, on dit, mais non, c'est bon, la BCE, tout ça, on va maintenir les taux d'intérêt à zéro, voire négatifs pendant des décennies et des décennies. Mais non. Mais non. Et d'ailleurs, on peut le souhaiter parce que ça voudrait dire que la pandémie va, espérons-le, là aussi se limiter, voire s'inverser complètement, voire s'annuler si on a effectivement des vaccins. Donc, tout le problème est là. C'est dans le cas, encore une fois, je reprends sur le cas, parce qu'il y a des pays qui s'en sortent et eux, augmenter les taux, ce n'est pas grave. Par contre, ceux qui sont en bas, si vous augmentez les taux, ou si vous-même vous limitez la planche à billets, ça va faire très mal. Et parmi cette augmentation des taux d'intérêt, vous avez, ça a commencé la semaine dernière, les taux d'intérêt italiens. Et oui, alors, c'est vrai qu'on a mis Mario Draghi à la tête de l'Italie, avec un gouvernement qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est assez incroyable. Mais Mario Draghi, il a beau être très bon, c'est pas le Messie, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pas un magicien. Pardon ? C'est quelqu'un de sérieux. Bah évidemment, j'ai jamais dit le contraire. Non, mais Mario Draghi, c'est lui qui a sauvé la zone euro quand il était à la tête de la BCE. Non, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, malgré ça, les taux d'intérêt italiens remontent parce qu'on sait très bien que l'Italie, elle est surendettée, qu'elle ne pourra pas forcément rembourser tout, qu'il y a 300 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques italiennes. Tout ça, on l'a oublié. C'est ce que je veux dire. Mais c'est une réalité. Il va falloir un jour se réveiller. On ne peut pas rester endormi éternellement. Enfin, moi, je le souhaite. Hein. Donc voilà, c'est un peu le trade-off, comme on dit en anglais, le compromis. On va sortir, j'espère, de la pandémie. Certains sont en train de retrouver la croissance forte, même, y compris dans le monde développé, parce qu'avant, on parlait des Chinois, et notamment nos amis américains aujourd'hui. Et donc, les taux longs vont monter. Et si les taux longs augmentent, ben là, la dette publique, elle va faire très, très mal. Voyez, voilà le quoi qu'il en coûte. Ça va nous coûter très cher. Alors, si les taux longs montent, parce qu'on a attention, une augmentation limitée, je ne dis pas que les taux longs vont monter à 10%, mais même s'ils montent à 1%, évidemment, c'est un crack obligataire. Voilà, donc je voulais en venir là. Et si c'est un crack obligataire, derrière, on a aussi un crack des actions. Ah ben bien sûr, tout est lié. Tout est lié, mais encore une fois, c'est ce que j'appelle dans mon livre le reset, c'est-à-dire qu'il faut un reset. C'est important de repartir sur des bases plus saines. Et puis là, on va regarder tout en face, toute la réalité en face, tout ce qui est crypto-monnaie, machin, ça. Tout ça, on va regarder la réalité. Comme quand l'euro s'appréciait, ça n'a pas de sens que l'euro s'apprécie. Vous voyez ? Donc voilà, entre guillemets, il faut qu'on sorte de la pandémie, mais attention, en sortant de la pandémie, on va retrouver ce que j'appelle le juste prix des taux d'intérêt à long terme, juste prix des marchés boursiers. Alors évidemment, ça ne va pas non plus complètement s'effondrer, les marchés boursiers, parce que si on sort de la pandémie, il y aura plus de croissance. Mais comme on est survalorisé, il ne faut pas attendre à des miracles. Donc tout le problème est là. C'est que normalement, comme on a une crise comme celle qu'on a vécue l'année dernière, récession historique, normalement, les marchés boursiers baissent. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, évidemment, ça veut dire que quand on va sortir de la pandémie, les marchés boursiers ne vont pas remonter de façon exponentielle, surtout si les taux longs remontent, même un tout petit peu. Donc, il faut être extrêmement prudent sur 2021, sachant qu'en plus, on a en septembre 2021 les élections allemandes. Et là, évidemment, Mme Merkel ne sera plus là pour sauver la zone euro. Donc, qui va la sauver ? Et on sait très bien que notre président Macron, aujourd'hui, il met la pression sur Mme Lagarde pour dire « maintenez la planche à billets jusqu'en 2022 ». Mais rien ne garantit qu'elle va le faire. D'accord. Alors, les cracks, obligataires ou actions, c'est un petit peu comme l'athlétisme. On a des 110 mètres puis on a des marathons. Alors, j'ai envie de dire, entre guillemets, les 100 mètres ou les 110 mètres, un peu comme celui de 87, on a à peine eu le temps de l'étudier qu'il était fini. Puis après, il y en a qui sont un peu plus longs, qui usent, qui font peur et qui font même croire à un moment ou à un autre à un choc systémique qui peut venir renverser les sociétés. Moi, vous savez, vous connaissez mon opinion, je trouve que nos sociétés aujourd'hui sont tellement divisées que j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, un crack finisse par les renverser. Vous voyez comment ce réajustement ? Vous le voyez comme quelque chose de violent, brutal et court, ou
alors quelque chose qui pourrait venir gangréner et être comme les cracks qu'on a connus en 93, ou comme celui qu'on a connu en les années 2000 avec la technologie. Non, je pense qu'à part le crack de 87, qui était évidemment complètement différent, puisque à l'époque, justement, il y avait une bulle limitée. Et donc, on a eu ce fort crack, effectivement, qui était, je dirais, parce que justement, à cause de la hausse des taux d'intérêt de l'époque, si vous voulez, et la Réserve fédérale, à l'époque, c'était Alan Greenspan, qui était de nouveau président de la Réserve fédérale. Il avait dit, je vais peut-être monter mes taux d'intérêt. Et donc, le marché avait paniqué. Après, il a baissé les taux d'intérêt. Et ça a redémarré. Là, le problème, c'est qu'on est déjà à un taux d'intérêt à zéro, donc on ne pourra pas encore les baisser plus bas. Donc, toute la question est de savoir, voilà, comment on va améliorer. Donc, comme il faut repenser complètement le monde et que les marchés ont horreur de l'incertitude, ça va être très compliqué. C'est-à-dire, on ne va pas appuyer sur le bouton reset, mais ça va prendre du temps, évidemment, avant de se remettre dans la normalité. Et puis, le monde va être complètement différent par rapport à l'ancien. Il va falloir revoir ces modèles de pensée. Et puis, parallèlement, il y a toutes ces GAFAM, toutes ces valeurs du numérique, tout ce Nasdaq, qui, je vous le rappelle, a augmenté de 1000%. Depuis 2009, 1000% d'augmentation. C'est exactement ce qu'on avait eu lors de la bulle Internet, 1000% d'augmentation du Nasdaq. Et ensuite, en quelques trimestres, quelques années, le Nasdaq a perdu 80% de sa valeur. Donc, voilà, je ne dis pas que ça va se produire, mais quand même, n'oublions pas que nous sommes sur une bulle énorme sur toutes les valeurs du numérique et que quand on va retrouver nos esprits, ben là aussi, tout ne va pas s'effondrer. Mais bon, il y aura clairement, pareil sur Tesla, évidemment, quand on sait que Tesla, ça vaut 800 milliards de dollars, alors que ça vend 500 000 voitures par an, ils ont un PER de 1600, ça veut dire qu'il faut 1600 ans de profit de Tesla pour justifier la valeur boursière de Tesla actuelle. Si je compare à Volkswagen, ils ont un PER de 12, ils valent 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, mais ils vendent 14 millions de voitures. Parce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, mais là, on a complètement perdu les pédales. On n'est plus du tout dans la réalité. Donc, il faut qu'on revienne vers cette réalité. Donc, je pense que ça prendra du temps. Ce ne sera pas un petit crack et vont redémarrer. Ça prendra du temps parce qu'on a été trop loin dans les abus. D'accord. Et quand vous écriviez Reset, Marc, c'était un souhait, c'était une prévision ou c'était un conseil? Alors, c'est les trois à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, comme vous avez bien lu le livre, dans le reset, il y a deux types de reset. Alors moi, ma thèse, c'est qu'on va avoir un reset positif, c'est-à-dire que le monde d'après sera meilleur que le monde d'avant, par exemple sur l'hégémonie chinoise, sur les problèmes des GAFAM que j'évoquais, mais il risque aussi d'avoir ce que j'appelle un bad reset, c'est-à-dire un mauvais reset, où finalement c'est pire qu'avant. Pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a plus de bulles, on a plus de dettes, etc. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que je pensais, pour être très honnête, que le reset allait être plus rapide, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il allait commencer plus tôt, donc dès l'année dernière, et que justement, il est dans le sens positif. Le problème, c'est qu'il prend du temps, et surtout, pour l'instant, il est du côté négatif de la force, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on a une dynamique aujourd'hui mondiale qui est un peu pire que celle qui était avant. Il y a plus de bulles boursières, il y a des dettes publiques énormes avec des taux d'intérêt donc extrêmement bas, ce qui n'a pas de sens. La Chine est encore plus puissante qu'avant, l'Europe est plus affaiblie qu'avant. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a un vrai danger qui nous menace. Donc c'est pourquoi il faut aujourd'hui être extrêmement prudent. Et je pense que oui, on a un reset, c'est un souhait, bien entendu, parce qu'il n'y a rien de pire que ce que nous visons depuis des années, c'est-à-dire on est hors sol, on est complètement déconnecté de la réalité économique. C'est également une prévision qui est en train de se produire aujourd'hui, puis c'est également un conseil, ça veut dire, vous voyez, c'est tout le débat qui est en train d'arriver aujourd'hui, où ça y est, ça commence. Les dirigeants français commencent à dire oui, alors il va falloir taxer la taxe Covid. Là, l'épargne, Covid. Vous savez que l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros l'année dernière. On dit, voilà, ces 200 milliards, il ne faut pas les laisser dans les portefeuilles, il faut les utiliser. Donc voilà, la tentation est là. Et donc voilà, mais malheureusement, les États vont bien entendu augmenter l'impôt sur l'épargne, sur le patrimoine. C'est même une recommandation du FMI il y a quelques semaines qui recommande aux États surendettés d'augmenter l'imposition sur le patrimoine et sur l'épargne. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, mais peut-être le Portugal aura d'ailleurs plus d'avantages que la France, encore une fois. Mais il faut être extrêmement prudent. Ne soyons pas dupes. Nous sommes surendettés. Les caisses sont vides. On a effectivement une situation où l'impôt est déjà numéro 1 mondial, si je prends le cas de la France. Donc, évidemment, il va falloir puiser là où on ne puise pas encore assez, entre guillemets, et l'épargne est toute trouvée. Donc, il faut être là aussi très prudent, diversifier, consommer, faites-vous plaisir. Mieux vaut que vous dépensiez votre épargne, vous, à bon escient, que ce soit l'État, le fisc qui la prenne. OK.
Merci beaucoup pour toutes ces Avec explications. plaisir. À très bientôt. À dans À 15 bientôt. jours. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Merci, Au revoir. vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bye. Thierry, vous reprenez l'antenne. Ah, Bernard, dites-moi, moi je m'accroche à mon micro parce que franchement, j'ai peur qu'on me l'impose, mon micro. J'y tiens, bah ouais. j'y fais attention. En Non, plus, mais j'ai c'est un beaucoup beau aimé. micro qui vaut cher. Hein, ça va faire beaucoup de Ah, taxes. bah, attendez, vous savez pas à quel point. Donc, c'est clair que j'ai beaucoup aimé en tout cas ce qu'a pu dire notre ami Marc Touati, qu'on est heureux d'avoir tous les 15 jours, à chaque fois dans chaque émission, comme nos différents partenaires. Bravo pour cette belle émission. Donc, on va publier évidemment toute la semaine et pendant les 15 prochains jours. On va faire des résumés. Ces résumés vont se retrouver au fur et à mesure sur le site et en même temps sur les réseaux sociaux, ce qui permet aux personnes de pouvoir réécouter les meilleurs moments de l'émission Parlons Patrimoine. C'est bien ça? Je me C'est trompe pas? exactement ça. Ah, je deviens bon. Est-ce que c'est la crise qui me donne des ailes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je suis impressionné en tout cas par les différents intervenants que l'on peut avoir. C'est vraiment une émission à écouter. Bravo Bernard. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. À partir de demain, on retrouvera le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, pendant ces 15 prochains jours, eh bien, on aura les différents intervenants que l'on pourra entendre, réécouter. Et puis, en même temps, eh bien, peut-être essayer de mieux comprendre. Pas évident hein, quand même, hein, où on va demain. Hein. Ah Qu'est-ce que non. vous en pensez? Il va falloir que vous relisiez Reset. Bah ouais, je pense. On en a encore quelques-uns. D'ailleurs, je le dis, si des personnes sont intéressées, eh bien, ce sera avec plaisir. Voilà. Puis on pourrait même en recommander. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Ça Allez. fera plaisir à tout le monde. C'est quand même un livre super à lire. Voilà. Marc, on vous salue. Merci pour votre intervention. Et puis, comme disait Alan Greenspan, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? J'ai entendu quand même. Hein. Donc, L'exubérance irrationnelle des marchés. j'adore ça. C'est vrai qu'on est complètement dans le total délire. Bon, cela étant dit, nous, la French Radio, c'est vrai qu'on a une super valeur. J'ose même pas en parler parce que si je commence à parler de milliards, les gens vont avoir du mal à s'y retrouver. Je ne sais pas si c'est des milliards d'auditeurs, des millions d'auditeurs, ou en tout cas des milliards d'euros. Bah écoutez, en tout cas, faites-nous des propositions. On sera toujours. Allez Thierry, vous êtes le prochain Elon Musk. Bonne soirée Thierry, bonne soirée à tout le monde. Non, mais on en rigole, hein. Mais quand même, quand on entend le nombre de voitures vendues par rapport à la valorisation de la marque, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, on se dit quand même que c'est un super bon communicant. Il est quand même clair. balèze. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu quand même, mais quand il a commencé à parler, parce que évidemment, vous allez me dire, j'ai un discours de crypto, mais quand même, quand il a commencé à parler qu'il investissait sur des crypto-monnaies, qu'il a fait varier les cours de certaines cryptos de près de 25%, ou voire plus pour certaines, c'est un vrai relais. Allez savoir s'il ne les a pas vendus pendant que les autres les rachetaient. C'est exactement ce que je pensais, parce que ça, c'est le meilleur coup que l'on puisse faire, évidemment. Dites à tout le monde, j'achète, tout le monde se précipite dessus, et pendant ce temps-là, eh bien, vous revendez en ayant fait une super marge. Voilà, ça s'appelle aussi faire du business, non? L'économie, c'est un petit peu ça. À mon avis, c'est plutôt de la criminalité, ça. Mais bon. Écoutez, la SEC est actuellement, je crois qu'il y a actuellement une structure qui fait l'objet d'une enquête toute particulière par la SEC, hein, il me semble. C'est ça. On ne donnera pas son nom, mais je pense que les gens pourront le trouver facilement. Ça se retrouve sur Internet. Allez, on reste en musique. On se quitte. À très, très bientôt. Moi, j'ai été ravi de vous avoir en ligne. On se retrouve dans 15 jours. C'était Parlons Patrimoine. On écoute le générique. J'adore. Ciao, ciao. À bientôt. La French Radio. Portugal.